Une manœuvre globale pour une vie meilleure, unir le monde entier semble une idée folle. La terre entière appartient à Dieu. Nous sommes des invités ici, mais nous nous comportons comme des propriétaires. Les hommes ont oublié comment négocier pour un meilleur accord. S'ils savaient comment négocier, il n'y aurait pas de guerre dans le monde. L'unification de l'humanité sera mise en œuvre sans équivoque. La seule question est, l'humanité s'unira maintenant, avant les futures catastrophes et tragédies qui sont déjà en route, ou l'humanité s'unira après les événements tragiques mondiaux, et ce ne sera qu'un petit pourcentage de personnes survivantes à travers la planète Terre. В эфире Народное славянское радио. Bonjour, chers auditeurs et téléspectateurs. Aujourd'hui, nous accueillons dans notre studio virtuel Vitaly Sanchez-Skashkov, réalisateur, producteur, acteur et fondateur de l'organisation United Humanity of Mother Earth. Bonjour Vitaly. Bonjour à tous. Nous accueillons également Denis Serduk, représentant de l'unité populaire slave de la région allemande, l'un des fondateurs de l'économie d'État souveraine du pouvoir populaire. Bonjour Denis. Bonjour. L'émission d'aujourd'hui est présentée par Alexei Orlov, rédacteur en chef et présentateur de la radio du peuple slave. Bonjour, Alexei. Bonjour à tous, chers auditeurs et téléspectateurs. Je suis Alexei Sherberbakov, et aujourd'hui nous vous proposons d'écouter et de participer à l'émission sur le thème L'humanité unie de la Terre-Mère. Un nouveau monde juste. Sans plus attendre, je vous donne, Alexei, le micro pour l'émission. Nous avons annoncé cet sujet aujourd'hui. Nous avons travaillé sur cette émission pendant un certain temps, et maintenant nous avons décidé de la faire. Le premier thème est l'objectif de l'organisation. Le deuxième thème est la nouvelle base idéologique du monde. Le troisième thème est celui de nos projets, des moyens de les réaliser, de la base économique de l'information de la société, etc. Enfin, l'unification en un seul système d'organisation déjà existante, ayant des objectifs similaires. Comme vous pouvez le constater, il s'agit d'une manœuvre globale pour une vie meilleure. Je préfère rester à l'écart pendant un moment et écouter la présentation de l'ensemble du projet. Je suggère que Vitaly et Denis s'impliquent et développent ces sujets. Et après la divulgation, moi, Alexei, et vous, nos chers auditeurs, nous nous joindrons à la communication et à la conversation. Commençons. J'ai déjà été présenté comme le fondateur de l'organisation Humanité Unie de la Terre-Mère. Et je voudrais commencer par le premier point, je vais le lire. Il s'agit de l'unification de l'humanité sur la base des connaissances anciennes dans la construction d'un nouvel ordre mondial. Nous débarrassons progressivement l'humanité des esclaves et des existences inutiles, nous construisons une société d'altruistes vivant en harmonie avec la nature et l'univers, ainsi que l'harmonisation des énergies masculines et féminines qui circulent en chaque personne. Je me rends compte que beaucoup de gens se poseront la question suivante. Comment les gars ont-ils pu entreprendre un tel projet global, alors que même les Slaves n'arrivent pas à s'unir et qu'il s'agit de l'unification de l'humanité tout entière ? Dans la situation actuelle, l'humanité entière est tellement dispersée sur le plan politique, religieux, spirituel, moral et bien d'autres aspects, ses points de vue diffèrent sur la plupart des questions, et l'unification de tout cela semble être une idée insensée. Mais j'ai abordé la question avec philosophie. La première chose à faire est que l'humanité commence à percevoir le monde et la planète Terre comme un organisme unique, et chaque personne comme une cellule individuelle vivant dans cet organisme. Il sera tout simplement impossible de corriger l'humanité et de la diriger vers le bon chemin. Tant que nous serons tous séparés et que chacun ne se préoccupera que de lui-même, nous irons vers l'autodestruction. Lorsque nous parlons de l'unification de l'humanité, nous soulignons tout d'abord que toutes les nationalités, tous les peuples, toutes les ethnies, leurs cultures, leurs traditions, leurs langues, les frontières et les États des différents territoires de résidence doivent être préservés et respectés. Respecter leur territoire et leurs traditions, à moins, bien sûr, qu'ils ne contredisent les lois communes de l'univers et ne menacent pas l'existence humaine. Il est important que l'humanité entière prenne conscience que nous sommes tous une seule famille sur une seule terre, et que l'existence de chaque être humain affecte l'existence bénigne de la terre.
Tant que cette prise de conscience n'aura pas eu lieu, nous mènerons l'humanité et la Terre-Mère elle-même à la perdition, ce à quoi nous assistons actuellement. Cela se traduit par divers problèmes climatiques, des défaillances climatiques et des cataclysmes qui se produisent dans différents pays de la Terre, ainsi que par des discordes, des conflits militaires, qui ont une fin tragique pour chaque nation. Cette philosophie de la perception de la Terre comme notre mère, si elle atteint chaque habitant de la planète et si chacun se comprend comme une cellule individuelle, changera complètement la situation pour un monde meilleur. En outre, il existe dans le corps des cellules dites cancéreuses, qui absorbent et détruisent tout ce qui les entoure, ne se préoccupant que de leur propre existence. Si vous regardez bien, le monde est dans un état d'égoïsme, tout le monde fait preuve d'égoïsme à différents degrés d'expression. Cet égoïsme conduit à la désunion non seulement entre les pays, mais aussi à l'intérieur d'un même pays, jusqu'au conflit au sein de la famille, où chacun ne pense qu'à soi. Chacun ne pense qu'à son bien et à son confort. Cet égoïsme détruit la planète. Aujourd'hui, nous sommes ruinés par l'égoïsme personnel. La racine de l'ego est le problème fondamental de l'humanité. Nous appelons à l'altruisme, mais pas celui que l'on trouve dans Wikipédia ou dans les dictionnaires. L'altruisme peut être interprété en une simple phrase. Si tu veux faire pour toi, fais-le pour tout le monde. Mais cela s'inscrit dans le cadre du bon sens, de l'idéologie de la moralité, des concepts spirituels et moraux. Nous pouvons percevoir le monde comme un tout, et chaque personne comme une partie de ce tout. Les malentendus et les prétentions des uns et des autres disparaîtront alors. Lorsque j'entends parler, disons, d'un mouvement tel que l'unification des Slaves, je me réjouis. Je me réjouis. Oui, enfin les Slaves commencent à comprendre qu'il faut être ensemble, qu'il faut s'unir. Imaginez notre planète mère, la Terre par exemple, comme un seul grand navire, et il y aura peut-être un mauvais exemple. Si j'appelle ce navire le Titanic avec un fond cassé. Chaque cabine est comme un pays séparé. Imaginez maintenant que le Titanic est une brèche dans le fond, que plusieurs cabines décident de commencer à s'unir pour le bien du salut, et ainsi de suite. Oui, d'accord, ces cabines s'unissent, travaillent pour se sauver les unes les autres. Mais les autres cabines? Finalement, c'est tout le bateau qui coule. La première chose à faire ici est de mobiliser toutes les forces pour réparer ce trou, réparer la brèche, afin de sauver le navire tout entier. Par conséquent, si nous sauvons quelques cabines, c'est tout le navire qui périra. Et nous sommes tous les habitants d'un seul et même navire, alors sauver, comme on dit, et diriger seulement les Slaves dans la bonne direction, est aussi une sorte d'égoïsme. Parce que nous ne pensons qu'à nous-mêmes, nous sommes des Slaves et ainsi de suite. Imaginez que les républiques africaines ne se préoccupent que d'elles-mêmes, et que le monde entier se meure spirituellement et moralement, économiquement et politiquement, et qu'il y ait des guerres partout. L'Afrique s'est unie et c'est tout, ils ont une bonne vie, ils ont une vie paisible et ne se soucient pas du reste du monde. Par conséquent, ceux qui vivent avec des vues parasitaires et sous une gestion parasitaire, ils détruiront toute la planète, et le salut d'une seule Afrique, seulement sur leur continent, ne servira à rien, parce que toute la planète mourra, si on en arrive à une guerre nucléaire, ce à quoi en fait, les autorités démoniaques du gouvernement mondial sont en train de pousser notre planète. Par conséquent, nous comprenons qu'il ne servira à rien de sauver quelques cabines sur le Titanic. Nous devons nous unir, Slaves, mais en même temps en réalisant que nous devons unir toute la planète, le monde entier. Il y a d'autres peuples qui veulent aussi vivre en paix et en harmonie, avoir une stabilité économique, couvrir tous les besoins fondamentaux de chaque personne, ne pas s'inquiéter du lendemain en termes matériels. Parce que toute personne sur la planète Terre, quel que soit le pays où elle vit, consacre d'abord la majeure partie de son temps à la recherche de moyens de subsistance, et dans cette course aux commodités quotidiennes, les gens oublient la spiritualité parce qu'ils n'ont plus le temps de s'en occuper. L'une des questions que nous soulèverons est celle du nombre d'heures de travail, qui sera l'un des thèmes de l'émission d'aujourd'hui. En général, tous les habitants de la planète sont les mêmes. J'ai vécu en dehors de la Russie la majeure partie de ma vie. J'ai quitté mon pays à l'âge de 20 ans et aujourd'hui 48, j'ai donc vécu la plus grande partie de ma vie à l'étranger. Et au cours de ces années de communication avec différentes nationalités, différents représentants et peuples avec lesquels j'ai communiqué, je constate que nous sommes tous les mêmes. Nous voulons tous la même chose, une bonne famille forte, un bon conjoint, nous voulons tous que nos enfants soient bien nourris et bien équipés. Nous voulons tous les mêmes choses. Nous voulons tous la paix, un ciel paisible au-dessus de nos têtes, la stabilité, et que les besoins de base du ménage soient couverts. Mais pour une raison quelconque,
Il y a des querelles, des discordes, des guerres pour certains morceaux de terre qui n'appartiennent à personne d'autre qu'à Dieu. C'est pourquoi, lorsque des questions se posent, cette terre nous appartient ou ceci est notre terre. La terre entière appartient au Créateur Tout-Puissant, Dieu, nous sommes des invités ici, mais nous nous comportons comme des propriétaires. Tout d'abord, nous devons nous rappeler que nous sommes des invités sur cette terre. Nous sommes venus ici pour acquérir de l'expérience, nous devons donc nous comporter de la même manière que dans l'endroit où nous avons été invités, et nous montrer dignes. Mais nous, dès que nous avons eu la possibilité de vivre pendant 70 à 100 ans, tant qu'elle nous est donnée, nous commençons à gouverner et à nous battre. Imaginez donc comment nous nous présentons sur cette terre, comme des invités très effrontés et fous de surcroît. Dans ce cas, notre organisation a été créée pour faire prendre conscience à l'ensemble de l'humanité que nous sommes d'abord des invités. Nous formons tous une seule et même famille, et la terre-mère est notre mère, celle sur laquelle nous sommes nés. La diviser est une pure folie. Oui, préserver les frontières de chaque État afin de préserver et de respecter les particularités culturelles, les traditions de chaque nation, leur langue, est obligatoire, c'est extrêmement important. Mais en même temps, nous devons le faire pacifiquement et être capables de négocier pour une vie meilleure de toute l'humanité. Et c'est là l'un des principaux problèmes de l'humanité d'aujourd'hui, qui concerne d'abord les hommes. Les hommes ont oublié comment négocier en termes équitables. S'ils savaient le faire, il n'y aurait pas de guerre. Et en fait, je voudrais passer la parole à Denis, qui pourrait annoncer quelques articles de la déclaration, qui a déjà été élaborée par notre organisation Humanité Unie de la Terre-Mère, à savoir le Centre de coordination, le Cercle intérieur et le Conseil des membres de ce centre ont élaboré une déclaration qui se compose de plusieurs points. Vous pouvez la lire dans son intégralité sur notre site internet, que vous voyez au-dessus de ma tête, www.im.io. Par conséquent, tous ceux qui le souhaitent après l'émission et qui sont intéressés peuvent visiter notre site web et y lire l'intégralité de la déclaration. Et maintenant, j'ai exprimé le point 1. Et je propose à Denis, membre du comité d'organisation, d'exprimer les points suivants à partir du point 1. 2, qui révèle en fait l'essence de notre organisation. Je voudrais ajouter une chose à propos de l'altruisme. Il s'agit d'un nouvel altruisme que nous positionnons. Il s'agit d'un altruisme avec une lettre majuscule, lorsque l'altruiste est capable de protéger, de préserver et d'améliorer en accord avec la providence divine. En ce qui concerne les articles, il s'agit des objectifs de notre déclaration. Article 1. 2. Je tiens à préciser tout de suite que la déclaration est écrite au présent. Cela ne signifie pas du tout que nous avons déjà terminé, mais nous pouvons déjà la présenter et c'est la première étape. La déclaration sera modifiée en conséquence jusqu'à la perfection. Nous commençons ce processus, et ceux qui peuvent et veulent se joindre à nous, se joignent à nous et renforcent notre processus, notre intention. C'est le point le plus important. Il est également important de noter que nous avons écrit au début de la déclaration que la déclaration n'a pas de forme finale, qu'elle est vivante en ce moment, qu'elle est en cours de formation de notre structure de vie, et qu'en conséquence, nous allons l'améliorer à l'avenir du point de vue des normes morales et éthiques de la conscience et de l'honneur. Il s'agit d'un tel commentaire. Déclaration. Paragraphe 1. 2. Nous mettons fin à la course à l'argent, à la course à l'armement, à la course au plaisir, et nous offrons la possibilité de se perfectionner dans l'autosuffisance individuelle. Paragraphe 1. 3. Dans le monde qui vient, nous vivrons dans un monde sans argent, nous affirmons, protégeons et préservons un échange équitable et transparent du travail et des biens matériels. Paragraphe 1. 4. Nous construisons un monde nouveau sans violence contre les personnes et la nature, un monde sans compétition, un monde sans alcool, sans tabac et sans drogue, un monde sans souffrance et sans injustice, un monde sans cupidité et sans crime. Paragraphe 1. 5. Les valeurs fondamentales sont la vie humaine, la nature et ses habitants, la terre-mère et la providence divine. Paragraphe 1. 6. Le but de l'humanité est de vivre en harmonie avec l'ensemble de l'univers, dans l'amour, la fraternité et l'altruisme. Point 7. Mission et objectif. Établissement de relations harmonieuses entre l'homme et la nature, entre l'homme et le Créateur. Point 8.
L'un des principaux objectifs est d'harmoniser le flux d'énergie masculine et féminine dans chaque personne, ou des hommes et des femmes équilibrés et harmonisés dans la nature vive, dans une société prospère basée sur des familles heureuses. J'aimerais développer un peu ce thème. La violation de leur équilibre entraîne une dégradation de leur qualité et de leurs propriétés, ce qui fausse la masculinité et la féminité. Une femme dont l'énergie masculine est surestimée n'est pas en mesure de remplir les tâches masculines comme le fait un homme correctement équilibré sur le plan énergétique. De même, un homme dont l'énergie féminine est surestimée n'est pas en mesure d'accomplir les tâches féminines comme le fait une femme correctement équilibrée sur le plan énergétique. La distorsion de l'équilibre énergétique de l'homme et de la femme, c'est-à-dire le déséquilibre en termes d'énergie masculine et féminine, est à l'origine de tous les problèmes de la société moderne. Le paragraphe 1. 9 suivant. Lorsque nous, en tant qu'humanité, atteindrons l'état de suffisance complète de l'éducation spirituelle et morale et de la conscience de l'unité, de la relation harmonieuse avec l'univers entier, en remplaçant l'argent par un indicateur juste et transparent de la norme du travail, alors nous entrerons dans un nouveau monde de justice, en harmonie les uns avec les autres et entre tous les peuples de la planète Terre-Mère, en préservant, protégeant et harmonisant leurs traditions, leur culture et leur mode de vie, les uns avec les autres. Dans le nouveau monde, chacun dispose d'un revenu matériel de base pour une vie décente et suffisante dans l'auto-perfectionnement, où le concept de riche et pauvre passe à la sphère de l'âme et de l'esprit qui dépend des efforts d'auto-perfectionnement de chacun. Dans le nouveau monde, tout le monde est important, tout le monde est la création de Dieu, tout le monde contribue à la divine providence de notre Mère la Terre. Il s'agit de la première section, mais il y a quelques autres points de cette section concernant la première question. Paragraphe 2. 1. Oui. Le but de la vie de l'humanité sur la planète Terre est la continuation de la race humaine sur Terre en tant que créature raisonnable et divine, qui cherche à développer les qualités de Dieu en elle-même, en créant et en coopérant avec l'ensemble de l'univers vivant. La formation de l'humanité en tant que partie de l'ensemble de l'organisme unifié conformément au dessein du Créateur unique, en harmonie et en équilibre avec la nature de notre Mère la Terre et de ses habitants. Le point suivant. Le libre arbitre de toute personne saine d'esprit est la valeur la plus élevée sur le chemin de l'ascension spirituelle, qui exclut la violence et la dégradation. La coopération mutuelle, le respect mutuel, la compréhension mutuelle, le soutien mutuel et l'aide mutuelle contribuent à former une personne altruiste capable de protéger, de préserver et de perfectionner ce monde conformément au dessein divin. C'est tout ce que nous voudrions exprimer de la déclaration sur la première question. Je voudrais ajouter quelque chose. Elle est, bien sûr, très déclarative au présent, ce qui n'est pas encore réalisable. Mais ce qui est réalisable, c'est ce que nous avons l'intention d'exprimer en ce moment. L'unification de l'humanité repose sur des connaissances anciennes. J'insisterai sur le fait qu'au cours des 30 dernières années, je parlerai des Slaves. Je ne peux pas parler d'autres nations. Je veux parler du monde slave, c'est-à-dire depuis 30 ans, même s'il y avait une grande disparité dans nos courants slaves sur certaines notions. Oui, nous ne pouvions pas être d'accord sur certains domaines de la vie, nous n'étions pas d'accord, nous ne l'acceptions pas, mais nous avons tout de même recueilli dans ce processus de tels grains, qui probablement aujourd'hui dans ces mouvements sont recueillis et demeurent. Notre tâche consiste maintenant à rassembler ces grains et à offrir au monde une structure de vie à partir de ces grains, selon laquelle nous pourrions réaliser tout ce que je viens d'exprimer. Dans ce contexte, je tiens à préciser que je suis un représentant de l'unité du peuple slave dans la région de l'Allemagne. Lorsque ce projet a été créé, j'étais membre du conseil des premiers créateurs du projet. Nous avons fondé ce projet avec des femmes, créé des groupes Telegram dans le monde entier. J'étais responsable d'une partie de l'Europe, j'ai créé 20 à 30 groupes en Europe, dans la mesure du possible, dans tous les pays européens, j'ai créé des salons de discussion, des groupes d'unité slave. L'objectif était d'harmoniser le monde slave dans le monde entier. C'est donc sur cette base que nous avons travaillé pendant 1 an pour déterminer ce qu'est notre vitalisme. Alexei Orlov et moi-même y avons participé, nous nous sommes réunis, nous avons tenu des réunions. Nous avons créé une image, une marguerite de la direction de la construction de la vie, de la sphère d'activité. Si l'occasion se présente, j'aimerais vous montrer un exemple, faire une démonstration de l'écran et vous montrer grosso modo à quoi il ressemble. Ce petit projet s'intitule La vie puissante de l'humanité unie de la Terre-Mère.
Nous avons créé un symbole de marguerite à 6 pétales. La marguerite à 6 pétales est liée au fait qu'il existe un concept tel que le nid d'abeille, hexagonal. Il existe différents symboles d'étoiles à 6 branches qui se rapportent à notre vision du monde et à d'autres peuples. Ici, nous avons placé ce symbole dans le symbole revendiqué par l'Agence de la Terre-Mère, c'est-à-dire un cercle avec un point à l'intérieur. Nous le positionnons comme le cône de l'univers, symbole de la loi de l'univers. C'est le symbole principal de notre organisation. En conséquence, notre déclaration a été rédigée à partir de notre compréhension du cône de la création en anglais, qui signifie la loi de la création. Nous ne décrivons pas encore la loi de l'univers, nous ne sommes pas pressés, mais nous avons procédé à partir de notre compréhension de la loi de l'univers, de ce que nous avons déjà absorbé au cours de ces années. Vous pouvez donc voir les directions ici. Je voudrais souligner qu'il y a 6 pétales, et ceci est la déclaration, qui lit maintenant l'un des premiers points. Oui, il y en a 6, et chaque pétale est chaque section de la déclaration, et chacun de ces pétales est révélé ici. Nous vous invitons donc à vous rendre sur le site web pour consulter la déclaration. Regardez ce diagramme et voyez par vous-même certains parallèles. Si vous voyez quelque chose, partagez ce que nous ne voyons pas. Nous sommes ouverts, nous interagissons, et nous sommes opposés à la transformation de toute connaissance en dogme. C'est pourquoi nous sommes ouverts à la discussion. Plus bas, des précisions sont apportées. Il ne s'agit pas d'une simple marguerite. Si vous faites attention, vous voyez un cercle blanc au centre, puis un cercle jaune, et enfin un cercle translucide. Il s'agit d'une expression figurative de la varnosité slavo-russe. Varnaslav. Varna signifie déterminer le niveau de développement spirituel et moral de chaque personne. Il s'agit ici du chemin spirituel de formation par lequel passe un être humain, chacun d'entre nous. En tenant compte des connaissances d'Alexei Orlov, nous l'avons décrit ici, mais avec un lien vers notre déclaration. Nous avons fait ce lien ici, pour qu'il y ait une synchronisation avec la déclaration. Je vais la lire maintenant. Nous l'avons appelé les niveaux des Varnas de l'humanité unie de la Terre-Mère, la gestion du pouvoir de l'esprit collectif dans la voie de la loi de l'univers. Nous voyons tout cela comme un tout. La loi de l'univers et le système des Varnas s'imbriquent l'un dans l'autre. C'est un sujet qui fera l'objet d'autres émissions. Je veux juste dire qu'en commençant par le 4e, cela implique le 4e Varna. Nous l'avons appelé par ce nom, les décideurs sous la prêtrise, pouvoir, coopération internationale. Le cercle blanc est au centre. Nous avons donc désigné le 4e Varna par ce nom. Comment l'expliquer? Le suprême sous le sacerdoce. C'est-à-dire que nous avons compris que les gestionnaires prennent une décision, mais qu'ils ont un sacerdoce, un cercle de conseillers qui, lorsqu'on le leur demande, peuvent élargir leur vision du monde. Car c'est une chose de prendre une décision responsable, c'en est une autre d'être compétent. Ce n'est pas la même chose. C'est pourquoi nous avons un tel message à cet égard. Le 3e stade du Varna. Les dirigeants sous le conseil des sages, union de communautés et de coopératives. C'est le cercle jaune, c'est le 3e Varna. Deuxièmement, les dirigeants sous le conseil, communauté et coopérative, la partie claire des pétales, la partie transparente. Cela signifie que les dirigeants sont déjà de telle matière, mais qu'ils manquent d'expérience. Le conseil est donc qu'ils ne sont peut-être pas des sages, mais qu'ils sont tout à fait compétents dans leur domaine, leur profession, leurs compétences. La première étape s'intitule les hommes et leurs familles. Famille. Kopniman signifie un homme capable de prendre des décisions judicieuses. En d'autres termes, le premier stade, celui des managers, est celui d'un Kopnimen, qui correspond à un Kopnimen, qui est responsable de sa famille devant la société et devant sa famille de ce qui se passe dans cette société et de la manière dont il concilie ces concepts. Tout cela sera détaillé dans les prochaines émissions. Jean est terminé avec le récit de ce projet. Je vous remercie. En principe, j'ai terminé mon exposé sur la première question. Dans la déclaration, Denis a parlé d'un des points où il est dit que notre société est très désharmonisée en termes d'énergie masculine et féminine, qui est présente dans chaque personne. Je pense que pour la majorité des auditeurs de la radio folklorique slave, ce n'est ni un secret ni une nouveauté que chaque personne possède une énergie masculine et une énergie féminine. L'harmonisation de cette énergie crée une personne saine d'esprit. S'il y a violation, déséquilibre, cela se manifeste par différentes qualités. Si un homme a un excès d'énergie féminine,
Les qualités qui se manifestent dans son caractère, son comportement, ses actions et ses déclarations seront inclinées vers les qualités féminines, c'est-à-dire qu'il sera plus émotif, plus rancunier, et à d'autres moments. Les qualités féminines chez un homme sont très laides. Mais chez une femme, c'est tout à fait normal, car il s'agit d'une manifestation féminine. Quand une femme s'offense, c'est normal. Quand une femme est émotive, c'est normal. C'est sa qualité. C'est sa condition. C'est la même chose quand une femme est en déséquilibre. Et qu'elle a plus d'énergie masculine que d'énergie féminine, alors cela se manifeste, encore une fois, dans ses actions. Au stade initial de cette perturbation, elle peut faire preuve d'entêtement, de persistance et ne pas être malléable, comme c'est généralement le cas avec son mari ou avec n'importe lequel de ses parents ou amis. Il y a bien d'autres qualités. En conséquence, lorsque tout cela est très négligé, elle peut déjà s'asseoir au volant d'un camion et travailler comme chargeur ou déménageur et autres et ressembler à un homme. Dans ce cas, tout homme énergétiquement équilibré, harmonisé en lui-même, ne sera pas intéressé par une telle femme à l'allure masculine. Étant dans un équilibre naturel approprié, il ne sera pas attiré par une telle femme. Actuellement, ce que nous observons, c'est que la majorité de la société de n'importe quel pays, nous ne parlons pas seulement de la Russie, cela concerne aussi les États-Unis, où je me trouve, cela concerne aussi les pays européens, que la majorité de la population de la planète Terre est déséquilibrée. La plupart des hommes ont une énergie plus féminine, et les femmes une énergie plus masculine. C'est inhérent aux femmes. Tout d'abord, une femme sera toujours exactement ce que sont les hommes dans son environnement. Si les hommes sont corrompus et par conséquent prodigues, la femme devient progressivement comme eux. Elle correspond toujours à l'environnement et aux valeurs des hommes. Par conséquent, si nous reprochons aux femmes d'aujourd'hui que nombre d'entre elles s'habillent comme des prostituées, se comportent de manière inappropriée et s'immergent complètement dans le monde matériel et ne recherchent que le matérialisme, c'est avant tout la faute des hommes eux-mêmes, car quel type d'hommes sont, quelles valeurs ils poursuivent, les femmes deviennent comme cela. Une femme dans n'importe quel pays est un indicateur de ce qui arrive aux hommes dans ce pays. Dans ce cas, je dois dire que ce déséquilibre affecte à la fois les familles elles-mêmes, qui deviennent instables et se désagrègent dès le premier stade, et le nombre de divorces, comme vous le voyez, chaque année et chaque décennie, augmente partout dans le monde, et pour autant que je sache, la Russie est l'un des premiers pays de la planète en termes de divorce. Cela montre, une fois de plus, ce déséquilibre. Quand les conflits commencent dans les familles, et ces conflits commencent d'abord parce qu'il y a un déséquilibre. Un homme montre des qualités féminines, une femme des qualités masculines, et l'homme commence à penser. Je devrais être le chef dans ma famille, mais elle commence à me dominer. C'est ainsi qu'une femme commence à régner, parce que vous n'êtes pas un patron. Vous voulez être un patron, mais vous ne montrez pas les qualités d'un patron, vous voulez seulement en être un, mais paraître et être, ce n'est pas la même chose. C'est pourquoi vous avez l'air d'un homme, mais vous vous comportez comme une femme. Cela s'applique à la majorité des hommes, car beaucoup d'entre eux ne peuvent pas être qualifiés d'hommes. Par conséquent, d'où vient ce déséquilibre, je vais essayer de le dire brièvement en 2 mots, parce que je pense que c'est la cause profonde de tous les problèmes de l'humanité. Tout d'abord, toutes les guerres qui sont organisées sur la planète Terre ne poursuivent pas seulement l'objectif de la destruction et de la conquête de territoires, de la destruction du système étatique, de l'asservissement de ces personnes. Non, tout d'abord, les hommes forts de cette nation sont éliminés, détruits, parce que la nation repose sur ces hommes forts. Et à la guerre, en règle générale, les plus forts et les plus courageux sont ceux qui meurent. Les plus courageux vont défendre leur patrie. Les lâches n'ont rien à faire là, les lâches restent à l'arrière et cherchent une excuse pour y rester. Résultat, les hommes forts meurent. Prenons le même exemple, la Seconde Guerre mondiale, au cours de laquelle des dizaines de millions de personnes ont été tuées, principalement la population masculine. Que s'est-il passé ensuite ? Les femmes se sont retrouvées avec des enfants, dont beaucoup avaient des maris morts à la guerre. Elle doit tirer cette économie à elle seule. La plupart des habitants de la planète vivaient autrefois chez eux, avec leur propre foyer. Aujourd'hui, tout le monde a déménagé dans les villes, mais à l'époque, les gens vivaient dans leur propre maison, dans leurs fermes, en travaillant dur sur leurs terres. Imaginez, une femme avec un seul enfant, sans compter qu'au début du XXe siècle, une famille comptait 2 ou 3 enfants, voire jusqu'à 9, c'était la norme. Alors, une femme avec autant d'enfants, que peut-elle faire ? Elle doit devenir forte, elle commence à montrer des qualités masculines. La nature même d'une femme l'Y oblige.
Elle devient forte, elle commence à travailler à la maison et dans le ménage, et en même temps elle travaille dans une ferme collective ou dans une entreprise, quel que soit l'endroit où elle vit, elle doit bien se débrouiller. Elle développe et manifeste toutes les qualités masculines, juste pour survivre. Pensée Y. Une femme sans mari, qui a développé des qualités masculines. Qui va-t-elle élever? Tout le monde sait qu'aucune femme ne fera jamais d'un garçon un homme. C'est contre nature, de même qu'aucun père ne peut faire naître des qualités féminines chez sa fille. Il peut lui donner de la chaleur, de l'affection, de l'amour, lui montrer l'exemple de ce que devrait être son futur mari, mais il ne peut pas faire d'elle une vraie femme. Seule une mère fait de sa fille une vraie femme. Seul un père fait de son fils un véritable homme. Mais si la mère elle-même se comporte comme un homme, parce qu'elle doit le faire, sinon la famille ne survivra pas, la fille adopte ses qualités et devient la même. Elle copie sa mère, et les fils dans ce cas deviennent d'abord plus soumis à la femme, leur mère, parce que dans la maison c'est la femme qui commande. La mère, il est habitué dès l'enfance à être commandé par sa mère. À l'école par son professeur, qui est une femme dans la plupart des écoles. C'est déjà le premier stade d'un homme soumis, d'un homme subordonné à une femme. Il perd sa capacité à prendre des décisions, à être fort et responsable. Je ne dis pas que c'est mauvais, qu'il ne faut pas écouter les femmes. Les femmes sont très sages, merveilleuses, et leur voix doit être entendue. Mais le centre de décision devrait être un homme, et il est déjà habitué au fait que le centre de décision dans la famille est une femme, et qu'il n'est qu'un complice, une aide dans la famille. C'est ainsi qu'il était avec sa mère, il a grandi pour être un assistant et a obéi, sinon il aurait des ennuis. Et il tombera dur, parce qu'elle se rend compte qu'il doit rester dur, sinon elle ne pourra pas le supporter. Il n'y a pas de père. À quoi tout cela aboutit-il? Ce garçon grandit, et devient un homme qui a déjà été battu, il en est déjà à ce stade. Il se marie et devient père de famille, et tout ce qu'il a appris, l'exemple qu'il a eu, c'est une famille brisée avec une désharmonisation de l'énergie et une mauvaise gestion. Il a eu un fils, une fille, et ils ont eu la même chose. Sa femme venait d'une famille similaire où la mère régnait en maître, traînant toute la famille sur son dos. Finalement, sa nouvelle femme devient le même type de dirigeant, et il est habitué à être dirigé par sa mère à la maison. Elle venait d'une famille où sa mère était dirigée par elle, parce que tout le monde a grandi sans père. Ces femmes sans père créent qui? Le même genre d'enfants similaires déjà désharmonisés, et ainsi de suite. Cette masse devient de plus en plus grande, et où cela nous mène-t-il? Regardez ce qui s'est passé depuis le début de la Deuxième Guerre mondiale jusqu'à aujourd'hui. Regardez les hommes avant la Seconde Guerre mondiale. Chaque laboureur est en même temps un guerrier. Et regardez ce que nous avons aujourd'hui. Regardez les bureaux d'enrôlement de l'armée. Lorsque les hommes viennent pour un contrôle, ils sont encore plus mal en point qu'avant. C'est pour la patrie, pour l'État, c'est effrayant, qui va protéger le pays? Ils vont le faire? Ce sont eux qui vont la défendre? Et dans d'autres pays? Je dirais que la situation est la même dans les pays européens, les mêmes États-Unis d'Amérique. C'est là que je me trouve actuellement. J'ai rendu visite à des milliers de familles au cours des 3 dernières années et demie. Je vais à l'intérieur, je vois le mode de vie de la famille, l'ordre, tout ce qui se passe. Je peux l'affirmer avec certitude. Dans les familles américaines que j'ai visitées, dans 90% des cas, l'autorité dirigeante de la famille, pas seulement dans la maison, mais dans toute la famille, est une femme. Le centre de décision est la femme. L'homme ne peut pas prendre de décision, il demande toujours l'avis de la femme. Il ne décide de rien. Et vous pensez que les familles russes sont une exception? Aujourd'hui, les hommes se déchargent de leurs responsabilités sur les femmes. C'est plus facile pour lui, c'est plus facile pour lui. Il n'a pas mal à la tête parce qu'il est complètement immergé dans son travail. Il a travaillé, Dieu merci, 8 heures. C'est rare, mais le plus souvent, il travaille 10, 12 heures ou plus pour nourrir sa famille. C'est ainsi que le système est construit. Le système ne profite pas d'un homme fort et équilibré. Il doit être, comme on dit, mi-femme mi-homme. C'est pour cela qu'il y a cette propagande LGBT, parce qu'un homme fort et équilibré ne permettra pas au gouvernement de le voler, de faire des lois anti-humaines et d'y obéir. Il ne le fera pas. Pourquoi y a-t-il une telle obéissance inconditionnelle aux lois anti-humaines aujourd'hui? Parce que les hommes ne sont occupés qu'à subvenir aux besoins de leur famille. C'est la seule responsabilité qu'il s'est donnée. Je t'ai apporté de l'argent, je nourris la famille, je règle tous les autres problèmes. Il est épuisé, il a laissé toutes ses énergies au travail. À la maison, il rentre simplement vide,
Il n'a plus d'énergie ni pour élever ses enfants, ni pour établir d'une manière ou d'une autre des relations, pour les équilibrer avec sa femme. Il a compté les moyens, apporté l'argent, et c'est fini. C'est fini, il est fini, son travail l'écrase. Oui, il est épuisé. C'est compréhensible, car il est très difficile de gagner de l'argent pour faire vivre une famille aujourd'hui. Et si vous avez des enfants, vous êtes l'esclave de votre famille. Il se trouve que c'est ainsi que la société est construite aujourd'hui. Tout homme qui a des enfants est l'esclave de sa famille, car il ne peut subvenir à ses besoins sans mener une vie d'esclave, c'est-à-dire travailler du matin au soir pour son patron afin de gagner de l'argent pour acheter du pain, des vêtements pour ses enfants et pour payer un logement qui, le plus souvent, n'est pas le sien, mais un logement loué. La majeure partie de l'humanité vit aujourd'hui dans des appartements loués sans avoir de maison. De quel type de système s'agit-il ? Il s'avère que l'État, le système, ne s'intéresse pas au fait que l'humanité, son peuple, vivent dans la bonté et le confort, tout en s'engageant dans l'auto-éducation et le développement spirituel et moral. Non, parce qu'au pouvoir se trouvent des ennemis, des entités démoniaques, qui ont intérêt à faire de nous des esclaves volontaires. C'est pourquoi on nous fait de la publicité pour différentes peluches, des choses intéressantes auxquelles nous pouvons nous intéresser, et dans la course à ces avantages, nous languissons toute notre vie. Oh, de beaux jeans, de beaux vêtements, Versace, Gucci. Et maintenant, une voiture de luxe si l'on veut, il faut tellement d'argent. C'est tout. Il faut toute une vie. Nous vivons toute notre vie en nous préoccupant de notre corps. Comment le rendre plus confortable pour que le corps soit à l'aise, bien habillé, bien chaussé, et que l'âme soit oubliée. Et tout par-delà. Le déséquilibre de l'énergie masculine et féminine est la première base, c'est le principal problème de l'homme d'aujourd'hui. Lorsque nous parlons d'unir l'humanité de la Terre-Mère, il sera tout simplement physiquement impossible d'unir des personnes déséquilibrées. Ils ne se rendent même pas compte que cette unification est nécessaire. Ils sont préoccupés par le matérialisme, les besoins matériels, plongés dans leur vie quotidienne, les soucis de la vie quotidienne, ils sont dans la course aux valeurs matérielles. Il faut donc s'attendre à ce qu'ils veuillent s'unir. Personne n'en a besoin, ils n'en veulent pas. Mais ils y seront contraints, car Dame Nature nous y pousse aujourd'hui. Cataclysmes divers, catastrophes, guerres, bien sûr, cela ne vient pas de la nature, mais du gouvernement parasite. Tout cela va forcer les gens à s'unir. Tout cela obligera les gens à s'unir. Par conséquent, ce que nous appelons de nos vœux se réalisera sans ambiguïté. La seule question est de savoir si l'humanité s'unira avant les tragédies qui s'annoncent, ou si elle s'unira après ces tragédies, et que de petites poignées de personnes resteront sur toute la planète Terre. La question n'est pas de savoir si nous nous unirons, mais combien d'entre nous s'uniront et à quelle vitesse les gens réaliseront qu'il est nécessaire de s'unir. Et il faut s'unir même si l'on s'unit sur le territoire de républiques africaines ou quelque part en Amérique latine. Les États-Unis d'Amérique, que l'on appelle unis. En vivant ici, je constate qu'il s'agit d'États d'Amérique désunis, parce qu'un seul drapeau les unit, mais en général, ils sont désunis. Alors, quand vous vous unissez, ces Slaves, rappelez-vous que quelques cabines sur un navire dont le fond est détruit n'empêcheront pas le navire de faire naufrage. Et même si quelques bateaux sont sauvés, personne ne viendra nous sauver dans cet océan qu'est l'univers, car nous sommes coupables du naufrage de notre navire. Personne ne sauvera ces bateaux. En fin de compte, ils resteront dans cet océan et seront condamnés à périr. La seule issue pour l'humanité est donc de réaliser que nous sommes tous sur le même bateau. Quelle que soit la différence d'appellation de nos cabines, quelle que soit l'étiquette que nous nous attribuons avec nos noms et nos nationalités, quelle que soit la couleur de votre peau, quelles que soient vos traditions et vos opinions religieuses, vous devez simplement respecter cela. Même la religion des autres devrait être respectée comme étant leur choix. Et nous devrions nous unir sur une seule base. Nous sommes tous les habitants d'une même planète. Regardez tous les guerriers dans le cimetière. Qu'ont-ils accompli ? Se soucient-ils aujourd'hui de savoir à qui appartiennent le Donbass et la Crimée ? Cela leur importe-t-il ? La situation en Ukraine leur importe-t-elle ? Rien ne leur importe plus, leurs corps nourrissent les vers. C'est la plus grande stupidité de l'humanité. Et nous essayons d'exhorter l'humanité à prendre conscience de cela avant qu'il ne soit trop tard et à le faire maintenant. Car lorsqu'il sera trop tard, il sera trop tard et rien ne pourra être défait. Une fois que le Titanic aura coulé, il sera impossible d'arrêter le processus. Tant que nous sommes encore à flot, prenons en conscience dès maintenant afin de nous unir sur le navire et de colmater les brèches. Sinon, nous serons unis dans le même canot. C'est tout ce que je voulais dire avant de passer au sujet suivant.
Permettez-moi d'ouvrir le deuxième sujet, qui est en fait complémentaire du premier. Il se résume ainsi. La nouvelle base idéologique du monde est le monde des personnes altruistes, la perception de la Terre-Mère comme un organisme unique et de chaque personne comme une cellule vivante de l'organisme. Ce dont nous avons déjà parlé auparavant. Une société de personnes vivant selon les principes de la coopération, du soutien mutuel et de l'assistance mutuelle. Le monde d'aujourd'hui est construit sur la base de la rivalité. Chacun d'entre nous, nos enfants, nos petits-enfants, tous ceux qui vont à l'école, commencent déjà leur processus de rivalité. Chaque étudiant qui se trouve dans la même classe que lui est un rival potentiel, car plus tard, après avoir obtenu la même profession, ils se feront concurrence. Qui obtiendra tel ou tel poste, qui réussira, qui aura un meilleur salaire, qui entrera dans une entreprise plus prometteuse. Les organisations sont en concurrence les unes avec les autres, les différentes sociétés sont en concurrence les unes avec les autres, les pays sont en concurrence les uns avec les autres. Imaginons maintenant la Terre comme un organisme, le corps humain est un exemple idéal de Dieu pour percevoir correctement notre monde. Ici, chaque organe d'un être humain est un état distinct, un pays distinct, et les cellules de cet organe sont des personnes. Imaginez que le foie déclare la guerre au rein, que la rate se batte avec le pancréas et que le cœur veuille prendre le contrôle de tout l'organisme et envoie du poison qui empoisonne différents organes. Le résultat est clair, le corps va mourir. Ne pensez-vous pas que c'est ce que fait l'humanité aujourd'hui ? Comprendre que le sang est de l'énergie, c'est la même chose que l'argent que nous utilisons est de l'énergie. Le sang circule dans le corps, et disons que le cœur décide. Appelons-le le système dollar, le centre à partir duquel le sang est envoyé à tous les organes. Les reins ne veulent pas nous obéir, ils ont leur propre vie. Coupons ce flux sanguin qui, dans notre cas, est constitué de dollars ou de flux économiques et commerciaux. Les reins tomberont en panne. Si vous coupez le flux sanguin vers un autre organe, il va tomber en panne ou fonctionner difficilement, et, par conséquent, tout le corps, tout l'organisme va souffrir. Si le cœur est si fou qu'il coupe le flux sanguin vers différents organes, où se trouve le centre de contrôle ? C'est le cerveau. Et qui contrôle le cerveau ? Un gouvernement mondial démoniaque et secret. Un gouvernement qui mène le corps entier à la destruction. Il s'avère qu'à l'exemple de notre corps, nous pouvons commencer à comprendre ce qui se passe dans le monde en général, si nous le comparons à notre corps. Le corps est créé par Dieu comme un schéma élémentaire d'organisation du monde. Si vous voulez que tout soit bien dans le monde, comparez-le à votre corps, à votre organisme, et vous comprendrez comment tout organiser. Comparez chaque organe avec certains pays, et alors seulement vous comprendrez comment tout organiser. Il n'y a pas d'autre moyen. C'est le seul exemple qui peut être utilisé pour transmettre à l'humanité ce qui nous arrive, ce qui ne va pas, comment agir correctement et comment la nourrir correctement dans le même plan d'information. Car l'information est une nourriture, la même que celle que nous mangeons. On peut être empoisonné par la nourriture, on peut en être saturé et on peut la recevoir à certaines doses. Mais en même temps, elle doit être pure, favorable et donc bénéfique. Nous n'avons aucun contrôle sur les flux d'informations. L'Internet s'est transformé en une décharge mondiale. Tout cela vole dans la conscience des gens. Qui élevons-nous ? C'est facile à vérifier. Regardez sur Internet comment une vidéo stupide et absurde obtient 15 millions de vues. C'est tout simplement absurde, c'est de la folie, 15 millions de vues. Lorsque l'on apporte les bonnes informations aux gens par exemple, est-ce que Radioslav a déjà obtenu 1 million de vues ? Non. Pourquoi ? Personne n'en a besoin. Les gens n'en veulent pas. Ils sont déjà devenus des consommateurs qui ne s'intéressent pas aux questions spirituelles et morales. Ils vont déjà sur les sentiers battus, sur une intuition, là où on les a dirigés. Et c'est l'abîme. C'est l'autodestruction, et nous ne pouvons pas apporter cela à l'humanité. J'ai beaucoup développé le deuxième sujet, c'est pourquoi je m'interromps un peu, car je peux parler sans arrêt. Je voudrais passer la parole à Denis, mon ami qui partage les mêmes idées et qui est membre du Centre de coordination de l'humanité unie de la Terre-Mère, pour qu'il révèle certains points de notre déclaration. Disons 2, 7 et ainsi de suite. Tout ce que nous avons à ajouter sur le sujet. Denis, je te passe le mot et te remercie de ton attention. D'accord, continuons. Lisons ce sujet. Nous avons un paragraphe de la déclaration 2, 7. L'objectif des centres éducatifs d'excellence est de préparer une personne à une bonne interaction dans la société. Au cours du processus d'éducation,
Une personne détermine dans quel domaine d'activité elle est capable d'apporter le maximum de bénéfices à la société, en faisant ce qu'elle aime et en devenant une meilleure personne grâce à l'amélioration de ses qualités naturelles. Nous nous efforçons de préserver les traditions et la culture de tous les peuples, de préserver et de multiplier l'héritage des ancêtres, et d'éduquer les enfants dans le respect de leurs traditions ancestrales et de leur héritage culturel. Article 22. 11. Nous atteignons le plus haut niveau de conscience et de moralité. L'humanité passe au niveau suivant de développement de la création du monde matériel par le pouvoir de la pensée, la spiritualisation de la matière sur la voie de la formation d'une pensée basée sur la nature. L'homme est basé sur la paix avec tout. 4. 1. 15. L'objectif principal de l'activité des communautés, coopératives et unions est de satisfaire les besoins matériels, mentaux et spirituels de leurs membres en contribuant au développement et à l'amélioration de l'homme. 4. 2. 2. Avec une nouvelle vision du monde de tous les terriens et un nouvel ordre mondial basé sur la coopération, l'entraide et le soutien mutuel, excluant toute forme de compétition, l'humanité en vient à vivre dans la joie et l'amour, se réalisant dans la nature comme un organisme unique et entier, faisant partie d'un univers unique. 4. 2. 3. Ayant étudié et réalisé l'idéologie de la vision universelle du monde, les gens passent de la compétition à la coopération spirituelle, aux actions créatives conjointes pour le bien commun et l'amélioration de soi. 4. 2. 4. Le but principal de la société est la formation spirituelle de l'homme sur la base de la réalisation de lui-même en tant que partie du tout et de la compréhension profonde de sa participation, de son influence sur le monde entier. L'interaction avec tous les peuples sur la base de la coopération, de l'entraide et du soutien mutuel, dans l'intérêt du bien commun. Nourrir en nous-mêmes et en nos descendants les qualités humaines, les sentiments et la conscience les plus élevés. 4. 2. 5. Tous les pays et États conservent leurs frontières et leurs dénominations territoriales. En même temps, il n'y a pas d'obstacle à la libre circulation des habitants de la planète Terre. Chaque habitant de la planète peut dire de lui-même: je suis un terrien qui se rend n'importe où sur Terre pour voyager ou apprendre la culture et les traditions de différents peuples. J'ai lu ici les sujets qui correspondent à ce thème, je passe la parole. En fait, sur ce sujet, je pense que l'on en a dit plus qu'assez. Notre temps de parole est limité. Essayons de ne pas trop nous éterniser. Nous avons un troisième sujet que nous voulions annoncer aujourd'hui. Il s'agit de notre projet de construction progressive d'une nouvelle société, ainsi que d'un programme d'adaptation et de prise de conscience de soi et de sa place dans la société pour les représentants des 4 Varnas. Je vais ouvrir ce sujet, puis Denis déclarera ce que nous avons sur ce sujet. Nous comprenons donc qu'il y a 4 Varnas. Ceux de nos auditeurs et téléspectateurs qui ne sont pas familiers avec cette compréhension des Varnas, Alexei Orlov a révélé ces sujets de manière très approfondie et compétente, mais cette vidéo sera traduite en langues étrangères, et donc pour les auditeurs étrangers je vais expliquer. Les 4 Varnas, dans lesquels toute l'humanité est divisée, s'entendent en bref comme suit. Le premier Varna est constitué de personnes qui vivent avec une perception plutôt primitive du monde, se contentant du confort quotidien. J'ai besoin que tout aille bien, je suis à l'aise et le reste ne me dérange pas. Peu à peu, cette personne passe à de nouveaux stades de développement, et par conséquent, peut déjà fonder une famille et ne se préoccuper que de la famille. Le deuxième Varna se préoccupe déjà du bien-être de sa famille. Les représentants du deuxième Varna pensent: je veux que ma famille soit bien, qu'elle ait assez, que j'ai ma propre maison, mon propre ménage et des revenus suffisants. Il s'agit déjà de points de vue un peu plus généraux, ils commencent à penser et à s'inquiéter de la société. Le troisième Varna commence déjà à percevoir le monde dans son ensemble comme une société et se préoccupe des processus et des états sociaux, voire des questions planétaires. Le quatrième Varna essaie d'organiser le monde entier au mieux de ses capacités, en apportant certaines connaissances, certains enseignements, en les transmettant, afin de contrôler cette société dans l'équilibre et la bonne existence. Voilà, c'est à peu près tout, en quelques mots. Bien sûr, je ne peux pas tout transmettre exactement comme Alexei, mais peut-être qu'il me corrigera plus tard, et ce serait bien. Ici, en général, nous nous efforçons de satisfaire et de convaincre les 4 Varnas, et il est indéniable que l'unification est extrêmement importante pour les 4 Varnas. Tout d'abord, un représentant de n'importe quel Varna veut vivre en paix, avec un ciel paisible au-dessus de sa tête, pour qu'il n'y ait pas de guerre. Un représentant de n'importe quel Varna veut cela, et nous menons l'humanité vers cela avec notre projet,
notre organisation. De plus, un représentant de n'importe quel Varna veut que sa famille soit entièrement pourvue. Et dans notre programme, dans notre déclaration, tout cela est indiqué. Nous nous efforçons d'y parvenir. Nous déclarons la même chose plus loin. Un membre de n'importe quel Varna veut que sa famille soit aisée et que ses enfants reçoivent une bonne éducation afin qu'il n'ait pas à s'inquiéter pour eux. Qu'ils obtiennent, grâce à leur éducation, un revenu décent et que plus tard, quand vous serez vieux, vous n'ayez pas à vous soucier de la façon dont vivent vos enfants ou vos petits-enfants. Vous êtes sûr qu'ils se portent bien. Et c'est ce que nous leur donnons aussi. Nos programmes mènent à cela. Tout le monde veut de l'amour, de la bonté, tout le monde veut la prospérité, au moins la prospérité de base. Les autres désirs sont des ajouts, oui, mais au moins les besoins de base devraient être couverts. C'est ce que tout le monde veut. Tout le monde veut la paix et l'amour. Par conséquent, la chose principale qui concerne tout représentant de notre planète, tous ses intérêts, nous les couvrons pour les 4 Varnas. Nous pourrons vous en parler plus en détail lors d'une prochaine émission, mais Jean ait déjà donné un aperçu. Il est donc très important que chacun comprenne que cette organisation est comme une famille économique. L'humanité unie de la Terre-Mère est une sorte de famille économique. C'est le centre de rassemblement de toute la planète, c'est le centre de rassemblement de toutes les organisations, de toutes les personnes qui pensent de la même façon que nous. Et il y a beaucoup d'organisations de ce type, mais elles sont toutes dispersées. Elles essaient toutes d'une manière ou d'une autre de gérer des écoles, de créer des centres d'éducation, quelque part et d'une manière ou d'une autre d'exister et de rassembler quelqu'un autour d'elles, et cela ne marche pas. Nous avons ouvert ce centre de rassemblement planétaire, non pas pour nous mettre en valeur, c'est dire à quel point nous sommes géniaux ici. Non, nous sommes des gens simples comme vous, comme tout le monde. Pourquoi avons-nous entrepris ce projet? Parce que personne d'autre ne le fait. Et si quelqu'un essaie de faire quelque chose comme ça, c'est le plus souvent dans un but égoïste. Collecter de l'argent, annoncer que voilà, on verse des dons sur notre compte, on va commencer à changer le monde. C'est une erreur. Les gens n'ont pas assez d'argent, et vous allez collecter de l'argent auprès d'eux? Nous avons déjà été rejoints par de telles personnes qui voulaient adhérer à notre organisation pour des raisons matérielles. Je ne veux pas divulguer leur nom, afin de ne pas les discréditer et de leur donner l'occasion de se rendre compte que ce n'est pas la bonne façon de faire et de s'engager dans la bonne voie. Ainsi, collecter de l'argent auprès du public pour s'organiser n'est pas une bonne chose. Nous avons nos propres technologies, nos propres techniques. Nous avons nos projets, dont nous pourrons discuter aujourd'hui. Nous n'annoncerons pas la plupart d'entre eux, afin, comme on dit en russe, de ne pas nous mettre des bâtons dans les roues. Nous avons un plan d'action. Nous pouvons faire quelque chose. À ce stade, je voudrais passer la parole à Denis, qui va annoncer quelques points de la déclaration qui correspondent à ce sujet. Il s'agit du point 1, 2, 1 et suivant. Je vous remercie de votre attention. 1, 2, 1. L'autonomie est exercée sur la base des principes de vérité, de justice, de coopération, de soutien mutuel, d'assistance mutuelle. 1, 2. Toutes les décisions socialement importantes sont prises par le biais d'un accord entre tous les participants au vote sur la base de la loi Kopavesh. La loi Kopavesh est la loi de la gestion et de la prise de décision par les meilleurs, honnêtes et justes entrepreneurs du Conseil populaire et de la discussion de toutes les questions politiques, sociales et quotidiennes au sein d'un cercle d'hommes sages. 1, 2, 3. Toute personne ayant reçu le droit de gérer est un gestionnaire élu selon le système de la loi Kopavesh. En cas d'incapacité à remplir les tâches d'un gestionnaire de manière qualitative et consciencieuse, le gestionnaire est réélu au profit d'un gestionnaire plus efficace. Ce dernier est déterminé par une décision du cercle compétent des gestionnaires autorisés, le cas échéant par un conseil avec droit de vote consultatif, où il transfère la gestion de sa propre volonté. 1, 2, 5. L'objectif principal de tout gouvernement autonome est le bénéfice et l'amélioration de tous les terriens. 1, 2, 8. Les dirigeants de chaque niveau supérieur sont élus et révoqués par les dirigeants élus du niveau inférieur. 2, 3. 1. La journée de travail de tous les terriens ne dépasse pas 5 heures, ce qui leur permet de s'engager dans l'auto-éducation, la créativité, les arts, les sciences, la connaissance de soi, la formation d'un type de pensée adapté à la nature, de consacrer du temps à leur famille et à leurs enfants, ce qui est la base première d'une société saine. 2, 3, 4. Dans la société, la vie humaine, vécue dans l'intérêt de soi-même et de la société, est la principale valeur, qui est définie comme une unité de travail,
1 heure de marchandise de besoin fondamental dans la collectivité pour un échange équitable entre les personnes, les biens et les services. Ou le calcul de l'heure de marchandise de besoin fondamental dans la collectivité est basé sur la valeur des biens et des services créés pour le nombre réel d'heures dans la collectivité. 2. 3. 5. Le travail assure un revenu de base à chacun pour couvrir ses besoins fondamentaux. Le revenu de base et les besoins de base sont déterminés et établis dans chaque communauté par son conseil d'administration. Note: en suivant le plan de travail ci-dessus, nous pouvons sortir complètement du travail salarié pour entrer dans le travail créatif, où il n'y a que des propriétaires collectifs, unis par la contribution de l'autogestion de la loi Copal. Merci, Denis. En fait, le sujet a été couvert, et avant de passer au suivant, je vais faire un petit ajout. Alexei Orlov parle très souvent dans ses discours vidéo de la journée de travail de 4 heures, ce que nous approuvons totalement. C'est d'ailleurs l'objectif principal, réduire la journée de travail à 4 heures. Mais pourquoi en avons-nous 5 ? Je m'explique. 1 heure de travail, qui sera payée à l'entreprise, mais qui sera consacrée à l'éducation de base, ou plutôt, dans le langage d'aujourd'hui, à la rééducation du travailleur à un nouveau système d'interaction à la fois dans la société et dans les relations interétatiques. D'une manière générale, il s'agit donc de rééduquer les gens à un nouveau mode de vie. Pour passer à un monde nouveau, il faut acquérir de nouvelles connaissances. Aujourd'hui, tout le monde court au travail pour obtenir ce qu'il faut pour couvrir ses besoins et rentrer plus vite chez soi. Mais si nous nous ouvrons et commençons à mettre en œuvre ce nouveau système dans nos vies, les gens viendront et diront « Je veux couvrir tous mes besoins en 4 heures ». On leur dira qu'ils doivent acquérir des connaissances en suivant des cours dans des centres d'éducation. Ils diront peut-être « Eh bien, oui, peut-être que je courrai plus tard, je viendrai dans votre centre, peut-être que je viendrai, peut-être que je ne viendrai pas ». Il en résulte une communauté mal informée ou qui évite l'information. Donnez à de nombreuses personnes aujourd'hui une journée de travail de 4 heures et dites-leur. Pendant votre temps libre, veuillez vous rendre dans un centre éducatif et suivre le cours. La plupart d'entre eux l'évitent. Ils ont du temps libre et veulent faire ce qu'ils veulent. Par exemple, aller chercher un barbecue, s'amuser, aller visiter, aller au chalet, se baigner dans le lac, la rivière ou la mer. Tout le temps libre sera utilisé pour s'amuser et profiter du temps libre. Par conséquent, afin de préparer l'humanité à une nouvelle étape de transition vers un nouvel univers, vers un nouvel ordre mondial, il est nécessaire que tout le monde, sans exception, subisse une rééducation. Ce processus de rééducation ne peut être inclus que dans les heures de travail rémunérées. La personne est alors déjà motivée pour acquérir ses connaissances, car elles sont incluses dans l'heure de travail rémunérée. Elle n'est pas payée pour 4 heures, mais pour 5, mais elle passe 1 heure dans l'entreprise ou dans le centre de formation de l'entreprise pour recevoir une formation. S'il n'y a pas de centre de formation dans l'entreprise, il doit se rendre au centre de formation et y indiquer qu'il a suivi un cours d'1 heure, ce qui lui permettra de percevoir un salaire de base pour le temps travaillé. Cette heure est essentielle. Plus tard, lorsque l'humanité sera complètement rééduquée et prête à interagir dans le nouveau monde, cette heure pourra être annulée ou remplacée par des moments d'organisation plus nécessaires, mais la journée de travail devra être de 4 heures. C'est exactement le but recherché. Je crois savoir que Denis a quelque chose à ajouter. J'aimerais lui donner l'occasion de le faire, et je reviendrai ensuite au sujet suivant. Oui, je voulais ajouter quelque chose à propos de cette 5e heure. J'ai un message comme une idée. Le passage d'une journée de travail de 8 heures à une journée de 4 heures n'est pas un processus facile. C'est psychologiquement difficile, comme vous l'avez décrit. Il faut donc prévoir des mesures d'incitation. Ici, nous avons une journée de travail de 8 heures. Par exemple, il y a dans l'organisation des endroits où l'on peut faire des activités de temps libre. La menuiserie, où l'on peut sculpter, les femmes peuvent tricoter, faire des sciences utiles, des cours éducatifs. On peut ainsi stimuler les gens. Une telle expérience a eu lieu en URSS. Les gens travaillaient très vite, dépassaient les normes et pouvaient gagner de l'argent dans l'espace, mais les normes étaient souvent sous-estimées pour qu'il n'y ait pas de problème financier. Je ne parle pas de la course à l'argent, mais de la stimulation des gens à faire un travail de qualité. Si vous travaillez de manière qualitative, si vous réduisez votre journée de travail, si vous fabriquez des produits plus rapidement et de meilleure qualité, vous avez officiellement le temps de participer à un atelier et à une formation. Personne ne vous le reprochera, vous n'avez pas à vous cacher.
Comme ce moment où vous avez terminé votre travail, vous gagnez du temps et vous ne faites pas de travail supplémentaire, crypté, de sorte que personne ne puisse voir ce que vous faites. Et ici, vous avez une motivation. Vous avez travaillé dur, vous avez gagné du temps, vous êtes allé étudier officiellement ou vous avez fait un travail utile. Mais il ne s'agira pas d'un divertissement, mais d'une activité utile. Je vous remercie. Merci, Denis, pour ce complément compétent et utile. Je pense que nous pouvons passer au sujet suivant. Nous avons suffisamment couvert le précédent. Le sujet suivant est la manière dont nous atteignons nos objectifs. C'est un sujet très important qui concerne de nombreuses personnes. Aujourd'hui, de nombreuses personnes prononcent de belles paroles et disent tout avec compétence, mais elles ne passent pas à l'action. Nous avons repris ce sujet parce que personne d'autre ne le fait et que c'est notre tâche principale. Je dirais que les principaux objectifs de la première étape peuvent être de 3 ordres. Nous n'entrerons pas dans les détails, ce serait long. Nous pouvons consacrer une émission entière à nos moyens d'atteindre nos objectifs. Nous ne pouvons pas tout couvrir, car nous sommes écoutés non seulement par de bons auditeurs, mais aussi par ceux qui cherchent les faiblesses de notre organisation. La première est la création de centres éducatifs. Non seulement pour les enfants, mais aussi pour les adultes. Les enfants d'aujourd'hui sont les gens de demain. Si nous ratons le processus d'éducation spirituelle, morale et idéologique des enfants, l'avenir sera terrible. Les centres éducatifs sont nécessaires tant pour les enfants que pour les adultes. Aujourd'hui, les adultes, qui ont reçu une éducation, ont des affaires, quelqu'un en politique, des voitures et des maisons, et suffisamment d'argent, mais ils devraient se rendre compte que la richesse matérielle n'est pas tout. Si le fond du navire se brise, avec tous leurs biens matériels, tout leur confort et leurs voitures, ils voleront dans le même gouffre. Si cela ne leur vient pas à l'esprit et qu'ils ne le réalisent pas maintenant, il est très difficile de les qualifier d'hommes et de femmes d'affaires raisonnables, prospères et intelligents. Car si vous pensez que tout va bien dans votre cabine et que le bateau a le fond cassé et qu'il est en train de couler, il est insensé de rester dans votre cabine et de vous réjouir du confort qu'elle offre. Les personnes saines d'esprit doivent être conscientes de ce qui se passe au niveau mondial. Si vous êtes conscient, contactez-nous, ensemble nous mènerons le monde sur une nouvelle voie. Le personnel décide de tout. Une phrase de Joseph Staline que beaucoup n'aiment pas. Comme tout homme, il n'est pas infaillible, mais il a fait beaucoup de bien. Jugez les gens sur leurs bonnes actions et leurs actions productives. Et si vous jugez sur les erreurs, vous pouvez enterrer n'importe qui. Le slogan numéro 1, les ressources humaines décident de tout, est une société équilibrée. Pour l'équilibre, nous avons besoin non seulement de centres éducatifs, mais aussi de centres pour les femmes, où celles-ci pourront canaliser leur énergie, développer leurs qualités féminines et leur sagesse. Les hommes s'engageront dans des sections sportives, augmenteront leur taux de testostérone et deviendront de vrais hommes. Mais, encore une fois, tous ceux qui vont à la salle de sport ne sont pas de vrais hommes. Il est possible de gonfler de gros muscles tout en conservant un caractère, disons, peu masculin. Oui, et de montrer des qualités peu masculines, le volume des muscles ne montrant pas, comme on dit, votre noyau masculin. C'est pourquoi l'essentiel est l'endurcissement de l'esprit. Les gros muscles sans la force de l'esprit ne sont rien, tout comme la connaissance sans l'esprit n'est rien. Les connaissances que nous réclamons peuvent être détenues par des ennemis qui possèdent réellement des connaissances profondes et ésotériques, qui connaissent notre idéologie, les traditions slaves et les connaissances anciennes. Mais le savoir n'est rien si son détenteur est par nature un parasite et que son esprit est mendiant. Il n'est qu'une essence sans esprit, et ce savoir ne sert à rien. Le savoir doit être renforcé par l'esprit pour être mis en pratique dans la vie. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'hommes dans les mouvements slaves qui ont acquis des connaissances, crient des slogans devant la caméra, lors de rassemblements, mènent des danses en rond, marchent autour du feu et organisent des festivals, mais ils n'ont pas l'esprit nécessaire pour les mettre en pratique. Parce qu'il n'y a pas de qualité masculine, et s'ils en ont, elles sont fausses. Par exemple, ils ont organisé une lutte, ils se sont sentis hommes, mais s'ils vivent encore dans l'esclavage, s'ils ont des vieillards mendiants qui ramassent les ordures dans les rues, un homme spirituellement fort ne peut pas laisser de telles choses se produire autour de lui. Si cela se passe autour de vous, si personne n'a besoin d'enfants dans les orphelinats, si les vieux vivent dans la pauvreté, si les retraités sont pauvres, si le pays est en désordre, si vos frères vont tuer d'autres frères pour des parcelles de terre, alors vous n'avez pas d'esprit. Parce qu'aujourd'hui les frères sont divisés par territoire, et plus tard ils se battront sur le même territoire pour les croyances, la religion et les biens ménagers, ou toutes les valeurs matérielles.
Cette discorde se manifeste déjà à l'intérieur de la Russie avec les républiques voisines, qui sont des gens comme nous. Dans tout pays, il y a des gens bons et mauvais, mais nous sommes les enfants du même Dieu vivant sur la même terre-mère. C'est pourquoi l'esprit doit être présent, sinon toute action est inutile. Construire l'esprit et le renforcer est possible dans les centres éducatifs, où des connaissances théoriques et pratiques seront transmises, ainsi que dans les cours de sport pour les hommes. Pour qu'ils deviennent des hommes, et non des hommes qui portent des pantalons. Les femmes aussi portent des pantalons, mais on ne peut pas les appeler des hommes, même si certaines d'entre elles y ressemblent. Passons maintenant au point suivant, la coopération. Nous avons perdu la capacité de négocier et de coopérer. Nous devons améliorer notre capacité à négocier et à réaliser que nous n'avons qu'un seul objectif, la bonté pour toute l'humanité. Aujourd'hui, s'il y a coopération, c'est à des fins égoïstes. Les gens pensent à ce qu'ils obtiendront et le reste du monde n'est pas intéressé. C'est de la folie. Nous allons établir une coopération entre les organisations et les entreprises sur la base de la déclaration figurant sur notre site web. Les investissements sont la question la plus importante. De nombreux projets des Slaves ne sont pas réalisés en raison du manque d'investissement. Aujourd'hui, il y a tant de projets étonnants. Notre membre du centre de coordination, qui a grandement contribué à la création de la déclaration que nous avons déclarée aujourd'hui, nous pouvons dire qu'il est l'un des fondateurs, bien que nous devions préciser que nous avons utilisé les travaux de Sergueï Grochev, qui a contribué à tout cela. Cette déclaration a été élaborée avec la participation d'Anatoly Kustov, l'un des sages de notre centre. Nous avons des projets, des plans et des programmes pour investir dans divers projets. Je ne vais pas vous les détailler, mais nous avons tout cela, et nous pourrions y consacrer une émission à part entière. Je voudrais maintenant passer la parole à Denis pour qu'il annonce les articles suivants de la déclaration, qui s'inscrivent dans le cadre du sujet donné. Je vous remercie de votre attention. 3. 1. 6. Le but de l'activité économique est de satisfaire tous les besoins matériels, mentaux et spirituels de chaque terrien par la planification mondiale de l'alimentation, de l'habillement, de l'environnement social naturel. 3. 1. 7. Le but de l'économie mondiale est de passer de la concurrence et du parasitisme basé sur le mécanisme de l'argent, du profit et de l'intérêt des prêts à la coopération et au soutien mutuel par le biais des mécanismes de prise en compte du volume des besoins matériels et spirituels de chacun, né du volume nécessaire de la participation personnelle au travail de chacun pour répondre aux besoins des communautés. Conception et développement d'un nouvel environnement social, plaçant les valeurs spirituelles au centre des intérêts des individus. Matérialisation continue du sens de la connaissance et de l'esprit de raisonnement, spiritualisation de la matière, libération et gestion de la psychoénergie individuelle et collective, création de l'esprit collectif. 3. 1. 8. Toute la construction de l'économie juste, de l'économie nationale populaire, de l'économie globale, suit la mission du système de vie, leurs buts et objectifs spécifiés dans la déclaration des communautés, coopératives, les communautés syndicats, DE l'humanité UNIE DE, la terre-mère au sujet DE, leur structure DE VIE, DE leur mission, DE leur valeur morale ET éthique, DE leur but, DE leurs principes DE personnes partageant les mêmes idées ET DE CO créateur, DE l'environnement social qui perçoit les innovations. L'objectif principal est de créer un esprit collectif, une cohésion, afin que l'organisme unifié soit coordonné et synchronisé. C'est l'objectif principal de la planète Terre, développer un esprit collectif planétaire. Les principes de la connaissance des Varnas et de la loi sur les droits de Kopa nous permettront de parvenir à cet esprit collectif. Nous passons maintenant au sujet suivant, la base économique et le financement des projets. Cela vaut la peine de consacrer une émission séparée à ce sujet, mais nous en dirons quelques mots afin de ne pas prolonger l'émission. Le financement des projets est la première base de notre mouvement. Sans financement, rien ne fonctionnera. Même pour aujourd'hui prendre notre centre de coordination. Il nous est déjà difficile de nous réunir et de discuter de certains points. En plus des différences d'heures, nous vivons dans des continents différents. Je suis à Los Angeles, Denis est en Allemagne et Anatoly est en Sibérie. C'est donc très difficile. Mais le principal obstacle est aussi le manque de temps libre, car nous devons travailler, subvenir à nos besoins, payer nos factures. Pour cela, nous devons travailler très dur pour couvrir toutes les dépenses.
Nous n'avons donc que très peu de temps pour nous occuper de ces questions. Si nous pouvions obtenir des fonds pour couvrir nos dépenses et apporter une plus grande contribution à cette organisation, ce serait formidable. Nous sommes conscients que personne ne va nous financer. Allez, faites-le les gars. C'est stupide, parce que tous ceux qui ont de l'argent ne cherchent qu'à s'enrichir. Et quel genre d'enrichissement personnel ont-ils avec nous? Tout d'abord, nous devons nous rendre compte de ce que nous faisons, nous familiariser avec la déclaration, porter cette déclaration dans notre conscience et notre cœur, et ensuite seulement tirer des conclusions. Mais ce n'est pas un processus facile. Pour l'instant, nous sommes organisés en coopérative, située en Sibérie, et le fondateur de la coopérative est Anatoly Kustov. Nous sommes tous les 3 membres de cette coopérative et nous voulons devenir actifs. De la même manière, je vais ouvrir une coopérative aux États-Unis et commencer une coopération internationale. Il est clair qu'il existe aujourd'hui ce que l'on appelle des sanctions et que le commerce et les échanges de marchandises avec la Russie sont très compliqués. Mais nous avons un projet visant à trouver des moyens et des passerelles entre la Russie et le reste des pays qui soutiennent les listes de sanctions visant à restreindre la Russie. Il s'agit d'un autre sujet que je ne souhaite pas développer dans cette émission, mais nous pouvons l'aborder. Nous pouvons, tout en évitant les sanctions, établir un échange de marchandises entre la Fédération de Russie et les autres pays qui ont proposé des sanctions contre la Russie. Nous avons un plan, dont certains aspects sont encore en cours d'élaboration, mais nous y parviendrons en commençant à coopérer entre les coopératives. Il s'agit déjà d'un niveau de coopération internationale, au niveau de l'échange de marchandises et d'autres aspects que nous pourrons exprimer à l'avenir. Je passe maintenant la parole à Denis pour qu'il lise l'article 3.1 de la déclaration qui correspond à ce sujet, et nous continuerons ensuite. Merci, continuons. Article 3.1. Nous créons un nouveau système économique, juste dans l'humanité unie de la Terre-Mère, basé sur la coopération, l'aide mutuelle et le soutien mutuel dans toutes les sphères d'activité pour le bénéfice de toute l'humanité et de la planète Terre. À cette fin, nous créons des coopératives et des syndicats sur la base d'une adhésion croisée à une union internationale unique de coopération sur toute la planète Terre, dont le but est de fournir à l'humanité tous les moyens et ressources nécessaires à la bonne existence de tous les terriens. Seules des relations harmonieuses entre les hommes et la nature, et donc entre les hommes et le Créateur, ainsi qu'entre les différentes organisations, coopératives, entreprises de production et complexes industriels, les pays, les continents permettent au monde entier de prospérer dans tous les pays. C'est notre image de la construction de la planète Terre qui est révélée dans le paragraphe 3.2 suivant. L'humanité de la Terre entière est une seule civilisation autogérée, une puissance dotée d'une économie planifiée fondée sur la prise en compte des besoins individuels de chaque personne et de chaque pays. 3.6. Les objectifs de l'activité économique sont la satisfaction de tous les besoins matériels, mentaux et spirituels de chaque terrien par la planification mondiale de la production alimentaire, de l'habillement, de l'environnement social naturel. 3.7. Les objectifs de l'économie nationale, de la compétition et du parasitisme fondés sur le mécanisme de l'argent, du profit et de l'intérêt jugé, passer à la coopération et à l'entraide par le mécanisme de la prise en compte du volume des besoins matériels et spirituels de chacun, né du volume nécessaire de participation personnelle au travail de chacun, dans la satisfaction des besoins des communautés. La conception et le développement d'un nouvel environnement social qui place les valeurs spirituelles à la tête des intérêts des personnes, la matérialisation continue du sens de la connaissance et de l'esprit de raisonnement, la spiritualisation de la matière, la libération et la gestion de l'esprit humain, et le développement d'un nouvel environnement social. 3.8. Toute la construction de l'économie équitable, de l'économie nationale populaire, de l'économie mondiale, suit la mission de la construction de la vie, leurs buts et objectifs spécifiés dans la déclaration des communautés, coopératives, des communautés, syndicats, de l'humanité unie de la Terre-Mère sur leur construction de la vie, leur mission, leurs valeurs morales et éthiques, leurs buts, leurs principes de personnes partageant les mêmes idées et de créateurs de l'environnement social. En acceptant les innovations. Merci, Denis. En fait, tout est correct. Passons au sujet suivant. C'est le sujet 6, il s'intitule Sensibilisation du public à notre mouvement et à nos projets par le biais de la télévision, d'Internet, de livres, de films et de centres éducatifs.
Si personne ne vous connaît, il sera très difficile de commencer à interagir avec des personnes et des organisations sérieuses. C'est pourquoi nous utilisons des ressources telles que l'Internet. Notre objectif est d'atteindre la télévision, d'abord les chaînes locales, puis les chaînes centrales plus sérieuses dans différents pays. Nous envisageons également des diffusions en direct, afin que le plus grand nombre possible de personnes entendent parler de notre message. Car le message original s'appelait The Tiding, présenté par notre organisation. Le message présentait un appel général, et le message plus détaillé est déjà exprimé dans la déclaration avec certains amendements. Nous envisageons également de tourner des films documentaires et d'informations sur ce sujet, qui permettront aux gens d'approfondir la question. Car la génération actuelle, l'humanité, est plus réceptive aux films. Tout le monde n'a pas envie de lire, d'aller sur des sites web, de chercher quelque chose, c'est plus facile de regarder un film. Nous nous rendons compte que ce n'est qu'un des moyens de transmettre aux gens ce que nous demandons et que c'est un moyen assez efficace. C'est pourquoi le tournage de documentaires sur ce sujet est envisagé. Pour ce faire, nous aurons besoin de la participation de sages, de personnes qui partagent réellement nos idées et qui peuvent apporter leur contribution à la cause commune sous la forme de sages conclusions. Sur la base de tout cela, nous créerons un livre que nous pourrons présenter à toute l'humanité sous le nom de Humanité unie de la Terre-Mère, en utilisant le symbole du con, un cercle avec un point au centre. Alexei Orlov, dont les écrits sont d'une grande valeur pour notre organisation, sera également invité à participer à ce projet. Nous espérons qu'il participera au moins à titre de complément d'information et de transfert de ses connaissances pour notre cause commune. Denis, avez-vous quelque chose à ajouter ? Oui, je vais ajouter quelque chose. Vitali a souligné à juste titre que la déclaration est la première étape de la création du livre de la vie. Il y a d'abord le nom Humanité unie de la Terre-Mère, puis l'édifice de la vie, et enfin la déclaration. Cela montre que la déclaration est la première étape de la création du livre de la construction de la vie. Nous avions une telle notion dans les temps anciens, nos ancêtres avaient une telle notion, construction de la vie, et ce mot dit tout. C'est le système, selon lequel la vie est la vie, et non pas la vie est une existence. Notre premier pas est une déclaration, que nous avons l'intention d'améliorer, nous attendons des compagnons, des sages. Je voudrais partager ce que nous avons déjà plus ou moins élaboré. Voici ce que j'ai déjà montré. Le schéma de la marguerite de l'état souverain de la construction de la vie. Il y a déjà une deuxième marguerite. Je tiens à préciser que la marguerite que je vous ai montrée est une marguerite générale, la direction de la construction de la vie, et qu'il y a la direction de l'économie, de l'activité économique. Ce pétale implique qu'une autre marguerite y est révélée, la direction des actions économiques. Nous avons déjà structuré et visualisé cette marguerite et l'avons placée sur le site web. Nous avons également une disposition sur la trinité d'une économie équitable, qui comprend une compréhension de la trinité dans la déclaration, la direction de la structure de vie, la façon dont ils sont économiquement imbriqués les uns dans les autres, c'est la deuxième partie. La troisième partie est la fourniture d'énergie. À l'heure actuelle, la finance occupe la première place, mais nous avons l'intention de l'abandonner au profit d'autres types d'échanges. En outre, nous avons une annexe qui accompagne la déclaration. Elle met en évidence le principe du nombre d'or. Nous considérons ce principe comme la répartition des revenus entre les niveaux sociaux et les salaires, mais il faut le lire pour le comprendre. En conclusion, j'aimerais souligner ce qui est actuellement exposé, mais tout n'est pas encore exposé. Il se peut que tout soit déjà exposé, parce que c'est littéralement en train de se produire en ce moment même, en cours d'exécution. Les personnes qui nous assistent méritent une grande reconnaissance. Voici Denis Petrov, qui nous aide à faire tout cela bénévolement. Il y a très peu de gens comme lui, surtout parmi les informaticiens qui, malheureusement, dépendent des finances et du matérialisme. En ce moment, nous exposons également le travail d'Anatoly Kustov sur les questions économiques et la manière dont elles peuvent être calculées. Il s'agit d'un sujet très intéressant qui pourrait déboucher sur une bonne compréhension économique de la manière de distribuer tout ce qui nous est offert de manière juste et équitable. L'ouvrage est petit comparé au volume de Karl Marx, il s'agit, disons, d'un petit carnet. J'ai révélé un peu de ce que nous avons déjà là. Nous continuerons à développer ce sujet et nous chercherons des associés qui nous aideront dans cette tâche. Poursuivons donc. Le sujet suivant est l'unification en un seul système d'organisation déjà existante ayant des objectifs similaires. Comme je l'ai déjà dit,
Notre organisation est une famille économique, un centre qui rassemble toutes les organisations similaires en un seul ensemble. Nous ne voulons pas nous déclarer comme un centre de gestion, mais nous voulons dire que nous ne serons qu'un centre de rassemblement et de connexion de toutes les organisations qui sont prêtes à interagir et à coopérer, et non à se faire concurrence. En ce qui concerne le financement, il existe également des fondations caritatives qui collectent des fonds pour diverses actions caritatives. Mais il s'agit souvent d'actions stupides, comme collecter de l'argent pour aider les enfants sans abri, les enfants dans les orphelinats, ceux qui souffrent de la pauvreté, etc. Je vais vous donner un exemple pour vous aider à comprendre ce que font réellement ces organisations. Imaginons qu'il y ait une pièce. Il y a un robinet d'eau et un évier. Le robinet est cassé, l'eau coule sans arrêt, le tuyau d'évacuation est bouché. L'eau déborde de l'évier et commence à inonder le sol. Les bienfaiteurs courent dans tous les sens, c'est-à-dire les personnes qui aident les fondations et font des dons, ils épongent le sol avec des chiffons, pressent l'eau dans des seaux et l'emportent hors de la pièce. Encore et encore, en répétant les mêmes actions, les gens se sont déjà rassemblés. Ils se promènent, fiers de leurs bonnes actions. Ils nettoient, ils ont en quelque sorte asséché le sol, mais l'eau continue d'inonder, et il faut à nouveau faire appel au travail humain pour assécher le sol. Il est élémentaire de couper l'eau temporairement pour réparer le robinet, de nettoyer les tuyaux bouchés pour évacuer l'eau, et de la rouvrir déjà réparée en cas de besoin. Il est alors inutile d'éponger l'eau sur le sol, car elle ne s'y écoulera pas. Si la société d'aujourd'hui vit de telle manière qu'il y a des enfants sans abri dans des foyers et des internats, de la pauvreté dans certains pays, en particulier dans les pays africains, en Ukraine, où la situation est très difficile, et dans beaucoup d'autres pays, où il y a beaucoup de pauvres et d'indigents, des retraités dans la pauvreté, personne n'a besoin d'eux. Cela montre que le système ne fonctionne pas. Il existe des colonies correctionnelles, que l'on appelle des prisons, où les gens sont envoyés, censés être rééduqués, mais les mêmes personnes y retournent, car personne ne les rééduque, elles se transforment en criminels encore plus grands, et sortent sans avoir été préparées à interagir avec la société, et retournent à la criminalité. C'est comme le même robinet d'eau. Tout redevient comme avant, le système ne fonctionne pas. Nous devons réparer le système, et non pas passer notre temps à l'éponger. Nous voulons appeler les organisations caritatives, les fondations, les organisations sociales à s'unir à nous pour orienter les fonds dans une autre direction. Créer des centres éducatifs et une nouvelle économie. Tout cela figure dans la déclaration, que nous allons traduire dans des dizaines de langues différentes, afin de sensibiliser les gens, les représentants d'organisations, les particuliers, les hommes politiques, pour qu'ils voient une nouvelle vision du monde. Ceux qui sont prêts à interagir se joindront à nous, et ceux qui ne le sont pas observeront ce qui se passe, et soit s'adapteront, soit viendront à nos côtés, soit se tiendront à l'écart, et n'interviendront pas. Sinon, l'humanité ne pourra pas avancer, seulement grâce à la coopération et à la collaboration pour le bien commun. Je passe la parole à Denis pour qu'il lise 3 autres articles de la déclaration. 4. 1. 29. Volonté et ouverture d'adhésion aux communautés, leurs coopératives et à leurs unions, liberté de devenir membre des différentes communautés et liberté de se retirer de l'adhésion aux communautés. 4. 1. 31. Toutes les communautés et communautés s'efforcent, en association avec d'autres communautés et selon des modalités de coopération, de fournir à tous leurs membres une alimentation saine, des logements écologiques, des vêtements, des articles ménagers, des moyens de transport, de l'énergie propre, des soins de santé, de l'éducation, des loisirs, un développement culturel dans l'abondance de toutes les choses nécessaires. Nous n'avons pas l'intention de figer nos vues, nous comprenons que la société est aujourd'hui diverse, chacun participe à la communauté qu'il considère comme proche de lui en esprit. Notre objectif est, tout d'abord, de rechercher des personnes du cercle intérieur, des personnes partageant les mêmes idées. Dans le cercle extérieur, se trouvent d'autres communautés qui s'efforcent d'atteindre d'autres principes, mais notre objectif est de trouver un terrain d'entente, de coopérer et de créer des liens. La collaboration est décrite sur la base de principes simples, consistant à subvenir à nos besoins de base de manière à les couvrir et à libérer du temps pour un apprentissage productif et d'autres choses utiles. En d'autres termes, nous collaborons non seulement avec des personnes partageant les mêmes idées, mais aussi avec celles qui cherchent à trouver un terrain d'entente. Voici le dernier article. 4. 2. 14.
La base du développement, la structuration dans la création et la distribution du revenu brut entre les sphères productives et sociales des communautés, leurs coopératives, et de leurs unions sur la base du principe de la section d'or. C'est exactement le point qui figure dans la déclaration, et l'annexe numéro 1 sur le nombre d'or est déjà affiché sur le site web. Nous devons nous pencher un peu plus sur ce nombre d'or et sur la manière dont il est utilisé pour distribuer les revenus sociaux et productifs, ainsi que sur la manière dont les ressources sont distribuées au sein des communautés en général. L'accent est mis ici sur la distribution au sein de la communauté, et nous n'avons pas encore atteint le niveau de pouvoir. Voilà qui est fait. Merci, Denis. Nous avons annoncé tous les thèmes principaux qui ont été énoncés aujourd'hui. Je voudrais terminer ce discours par une phrase, connue de presque tout le monde. Nous avons appris à nager sous l'eau comme les poissons, à voler dans le ciel comme les oiseaux, il nous reste à apprendre à vivre sur terre comme des humains. En conséquence, nous avons été dotés d'un esprit pour apprendre à vivre en tant qu'être humain. N'être humain ne signifie pas être un humain, car un humain apprend à devenir un humain. Il en va de même pour les hommes. N'être homme ne signifie pas être un homme, mais être un homme, c'est apprendre à devenir un homme, et cela demande un effort particulier. Je peux dire la même chose des femmes, car la manifestation des qualités masculines et féminines, ainsi que des qualités humaines, est essentielle. Il s'agit d'un certain travail intérieur. La naissance d'une personne d'un certain sexe n'est qu'un vecteur donné, le long duquel elle doit se diriger. Si vous êtes né en tant qu'être humain, vous êtes né en tant qu'homme ou femme, devenez en un. Je passe la parole à Alexei Orlov et vous remercie de votre attention. Merci, chers amis, d'avoir mis en lumière votre sujet. Bien sûr, nous pouvons faire une autre émission sur chacun de ces sujets, parce que les objectifs sont généralement bons, mais parfois je vois une sorte de fixation sur les substitutions qui ont été soigneusement plantées dans nos esprits. Par exemple, j'ai réalisé à un moment donné que le désir de gagner de l'argent est un désir d'aller nulle part. Le désir d'avoir des salaires et des pensions décents est aussi un mouvement vers nulle part. Nous pouvons bien sûr annoncer dans notre communauté « Donnons 100 000 salaires à tous les travailleurs ». C'est formidable, mais au bout d'un moment, l'inflation a augmenté et ces 100 000 se sont transformés en un rouble, la monnaie russe, par exemple. Eh bien, 100 000, c'est-à-dire que la valeur nominale est là, mais vous pouvez acheter autant avec ces 100 000 que ce que vous pouvez acheter aujourd'hui, par exemple pour un rouble. En d'autres termes, vous pouvez acheter moins de biens. Essayer de définir la richesse avec de l'argent est donc une voie sans issue, qui ne mène nulle part. Je suis très contrarié lorsque les gens disent « Nous devons organiser telle ou telle option pour gagner telle ou telle chose ». À mon avis, il faut créer les conditions de la vie, de la prospérité, qui ne se mesurent pas à l'aune de l'argent, comme dans une famille. Dans une famille, on ne se paie pas mutuellement pour quelque chose. Je ne paie pas mon épouse pour le fait qu'elle m'a préparé un délicieux dîner, et elle ne me paie pas pour le fait que j'ai fait quelque chose sur les lits ou que je l'ai emmené quelque part. Nous sommes obligés d'avoir un pot commun, une cagnotte, pour dépenser quelque chose à l'extérieur. Si nous nous joignons à d'autres familles dans des associations, nous n'avons pas besoin d'argent au sein de ces associations. Nous avons besoin de quelque chose qui nous permette de vivre en tant que famille. Il y aura un peu d'argent entre les associations. Mais lorsque les associations interagissent plus étroitement, nous nous rendons compte que l'argent n'est pas nécessaire entre elles non plus. Nous avons besoin de conditions dans différentes régions pour que les gens puissent vivre, nous pouvons obtenir d'autres régions ce que nous n'avons pas. Certaines régions ont du soleil, d'autres ont des vues magnifiques, d'autres encore ont un sol fertile, etc. J'avais l'habitude de mener des expériences intéressantes lors de séminaires, lorsque les gens venaient me demander de combien d'argent avez-vous besoin, quel est votre salaire. Les gens donnaient de gros chiffres, puis je les ramenais à l'inflation, et il s'avérait qu'il s'agissait en fait d'une impasse. Imaginons ce qu'il faut pour produire du pain, labourer un champ, planter des céréales. Ensuite, un homme cultive chaque grain? Non, tout existe dans la nature, il suffit donc de s'assurer qu'il pousse. Pour qu'un homme puisse récolter des céréales, il faut qu'il mange, qu'il s'habille, qu'il se déplace, qu'il vive dans quelque chose. Et celui qui fournit le matériel, vit-il d'argent? Non. Il a aussi besoin de tout cela. Si nous fournissons à chaque membre de notre grande association de pouvoir tout ce qui est nécessaire à la vie, et pas seulement à la survie, alors la question de l'argent disparaît d'elle-même. Si les transports sont gratuits, si de bons logements sont construits, si un service surveille leur état, s'il n'y a pas de marché pour vendre, mais des points où l'on peut prendre ce qui est produit, alors on peut obtenir tout cela gratuitement.
Il y a alors un paradoxe. Si vous pouvez vous déplacer pour faire quelque chose d'utile pour vous, votre famille, votre société, si vous avez un logement normal et pas de circulation d'argent, alors même si vous en voulez plus, où le mettrez-vous? Il va pourrir et se détériorer. Oui, vous allez encombrer l'appartement de choses, et puis quoi? Bon, il y aura quelques idiots comme ça, mais on finira par y arriver. La question de l'argent n'est pas une question du tout. Nous nous dirigeons vers une économie sans argent, qui permet à une personne de ne pas penser à où gagner de l'argent, mais de penser à où travailler pour se prouver qu'elle est un être humain, pour son bien, celui de sa famille, de la société et du monde. Sentez la différence? Si vous gagnez de l'argent d'une manière ou d'une autre, il y aura toujours la question de savoir qui a moins et qui a plus. Ou bien je vois que quelqu'un a une bonne chose, et je dis que j'en ai aussi besoin, s'il vous plaît, fabriquez-m'en une. Et les artisans le font. Ainsi, nous ne remplissons pas les décharges, nous ne gaspillons pas les ressources supplémentaires de la terre, nous n'essayons pas d'extraire avec surabondance. Il faut toutefois prévoir un petit stock, au cas où. Économie sans impôt. Ceux qui travaillent pour la société ne sont pas imposés, mais je travaille déjà pour la société, quels impôts peuvent être prélevés sur moi? J'ai apporté beaucoup de choses à la société. J'ai extrait des ressources, construit une maison, etc. Pourquoi devrais-je être taxé, si nous vivons selon ce principe? J'extrais tout ce dont j'ai besoin pour notre pays, pour l'État, et l'État me soutient pleinement. Pour quelle taxe devrais-je être taxé? Et avant cela, une étape supplémentaire. Une taxe unique sur les biens de consommation, tout ce qui est vendu dans les magasins, tous les services vendus, une taxe unique, 10%, pas de TVA, tout ce qui est donné aux consommateurs est soumis à une taxe unique, une dîme. Imaginez le nombre d'États oisifs qui s'évaporeront immédiatement, ils commenceront à faire des affaires. Eh bien, si nous parcourons tout l'air, je vois que de telles échardes surgissent d'une manière ou d'une autre, et il faut bien sûr comprendre que ce centre est la collecte et la gestion. Le mot gestion sera là de toute façon, ne vous l'imposez pas. Car s'il n'y a que de la coordination, de l'assemblage de coordination, alors il y aura un parasite qui voudra s'emparer de la gestion. Non, ce n'est pas ainsi qu'il faut procéder. Si nous sommes les représentants du peuple et du pouvoir du peuple, nous voulons contrôler, alors ce sera la gestion. Oui, de nouvelles personnes viendront, qui seront meilleures que nous dans un domaine, et nous leur confierons la gestion et le pouvoir. Nous nous écarterons pour faire ce qui est plus typique pour nous. Mais dans un premier temps, d'une manière ou d'une autre, ce centre de coordination doit être géré, parce que les parasites s'accrochent au pouvoir, et ils prendront volontiers le pouvoir de vos bons cœurs, l'accepteront avec une révérence, et mettront des monuments dorés à votre nom. On parle d'investissement. En fait, je suis prêt à accepter des investissements de la part des parasites dans un premier temps. Si le programme est calculé correctement et qu'il nous apporte un revenu important avec les objectifs que nous avons définis, alors nous n'aurons pas besoin des prochains investissements des parasites. Nous les rembourserons honnêtement, nous paierons des intérêts sur le contrat, mais la prochaine fois, nous n'aurons pas besoin de leurs investissements. Nous disposerons d'une abondance de ressources monétaires que nous pourrons utiliser pour atteindre nos objectifs. Éloignez-vous des relations monétaires dans les familles, les communautés, les relations intercommunautaires et interétatiques. Ne renoncez pas à ce qui peut être utilisé maintenant pour le bénéfice de tous. La seule chose est que nous ne devons pas en devenir dépendants. Tels sont mes souhaits pour le projet. Un autre souhait est de réfléchir à la séquence de transition. Si vous le souhaitez, vous pouvez participer au séminaire qui se déroule actuellement à Ekaterinbourg et qui devrait avoir lieu à Irkoutsk en août. Il s'agit d'un séminaire de 2 jours, au cours duquel toutes ces questions seront examinées étape par étape. Si nous déclarons simplement ce que nous voulons faire, il s'agit d'une idéologie, d'une vision du monde, d'une compréhension du monde. Mais s'il n'y a pas de mouvement progressif de la vie moderne et de la perception des gens vers une nouvelle société, nous n'obtiendrons pas ce dont nous avons besoin. Nous avons besoin d'étapes 1, 2, 3, de personnes responsables à leur place, d'une compréhension des objectifs à chaque étape. L'ensemble du plan d'entreprise doit exister et les objectifs doivent être réalisables. Dans ce cas, tout ira pour le mieux. Si vous souhaitez ajouter quelque chose, clarifier, argumenter, n'hésitez pas. Merci, Alexei. Je vais prendre l'initiative. Tout a été entendu, je suis entièrement d'accord, je peux signer sous chaque mot que vous dites. Apparemment, nous avons omis certains points dans notre rapport ou nous ne les avons pas suffisamment révélés. Par exemple, lorsque j'ai parlé de l'interaction avec Anatoly Kustov et son projet, les parasites ont essayé de se connecter non pas parce qu'ils ne voulaient pas interagir avec eux,
mais parce qu'il a d'abord vu que leur objectif était de tromper ou de se transférer des ressources. Dans de tels cas, nous disons non. Nous ne sommes pas opposés à l'infusion de fonds provenant de personnes pas tout à fait honnêtes ou d'organisations parasitaires qui ne recherchent que le profit. Nous pouvons établir des relations mutuellement bénéfiques, ils obtiendront leur intérêt et les fonds que nous recevrons seront canalisés dans la bonne direction. En ce qui concerne l'économie sans argent, c'est notre principal défi. S'affranchir du système monétaire. C'est ce qui est dit à plusieurs reprises dans la déclaration. Nous pourrions consacrer une émission distincte au thème des relations sans argent. Nous avons des schémas pour évaluer le travail de l'heure, couvrant le revenu de base de chaque personne sans système monétaire. Nous sommes prêts à montrer comment cela peut fonctionner dans la prochaine émission. Nous avons mené des expériences, montré ce système à des personnes éloignées de ce genre de choses, et il leur a semblé très juste et tentant. Il s'agissait de représentants du premier et du deuxième Varna, qui constituent aujourd'hui l'essentiel de la population de la planète. Nous sommes prêts à en discuter lors de la prochaine émission. Nous serons heureux que vous apportiez vos corrections et vos ajouts. Nous sommes ouverts aux personnes sages qui nous aideront dans ce travail. Nous avons besoin de personnes sages et talentueuses pour prendre des décisions sur les questions principales. Nous n'enfermerons personne dans un cercle décisionnel étroit, mais nous serons ouverts à tous. En ce qui concerne la gouvernance, lorsque j'ai dit que nous ne sommes pas le centre qui dirigera le monde entier, c'est uniquement pour que les personnes ayant une vision du monde inférieur ne pensent pas que nous sommes en train de créer un nouveau gouvernement mondial d'un point de vue parasitaire. Naturellement, notre organisation prendra le rôle d'un centre de contrôle à un moment donné. Mais nous sommes toujours ouverts aux sages, aux personnes ayant une vision similaire, qui sont prêtes à apporter une meilleure contribution que la nôtre. Nous n'avons pas de leader unique, nous sommes tous sur un pied d'égalité. Si des personnes plus intelligentes et plus sages nous rejoignent, nous leur céderons la place. Si des personnes plus productives arrivent, pourquoi devrions-nous rester ici? Nous avons commencé, et déjà des unités comme Anatolie et Vladimir nous ont rejoints. Nous avons une bonne équipe, cohérente et sans contradiction. Mais lorsque les plus sages et les plus compétents viendront, et que nous verrons qu'ils vivent vraiment selon la conscience et la bonté, nous leur confierons volontiers la gestion. Non pas pour nous débarrasser des rênes du gouvernement, mais pour accroître l'efficacité. L'ego doit être réduit à un grain d'orge, car s'il existe, c'est déjà un gros problème pour l'individu et la société. Comme vous l'avez dit, c'est la bonne chose à faire que de confier les rênes à des personnes plus sages et plus efficaces. Tant que cela n'est pas en place, nous fonctionnons comme nous le faisons et nous essayons de faire de notre mieux. Comme je l'ai dit, la déclaration est en place, mais elle est flexible, prête à être amendée, complétée et améliorée. Avec l'émergence de sages, elle sera encore améliorée, traduite dans d'autres langues pour la rendre accessible non seulement à la population russophone, mais aussi au monde entier. Voilà, c'est terminé. Merci, Alexei, pour votre ajout, qui était tout à fait raisonnable. En ce moment, je rencontre beaucoup de gens qui sont des représentants du monde des affaires, ils ne se connaissent pas, mais ils connaissent leur cercle. Dans ces cercles, il y a des millionnaires, des moyennes et grandes entreprises. On leur lance ses pensées et ses idées, et beaucoup de gens les comprennent. Peut-être pas complètement, mais 50% à coup sûr. Ils se rendent compte qu'il est de plus en plus difficile de vivre dans la concurrence, parce que le marché est sursaturé, que la fiscalité et la concurrence sont de plus en plus dures, et que beaucoup de gens se souviennent des années 90. Comme c'était bien. Aujourd'hui, de nombreuses entreprises sont optimisées, en particulier au niveau de l'État, où les oligarques s'approprient tout, puis les entreprises internationales les rachètent. De nombreuses personnes commencent à s'en douter. Nous en parlons depuis des années, et en fait, nous disons la vérité. Les entreprises sont de plus en plus grandes, et elles évincent les petites entreprises. C'est pourquoi la question est, comment continuer à vivre? Si vous arrivez en tant que grand milliardaire dans une société, au mieux vous participerez à tout cela pendant un certain temps, puis vous serez jeté dehors, ils prendront tout ce que vous possédez, ils attacheront votre société comme un segment, et ensuite vous serez proprement relégué et jeté dehors pour un repos bien mérité. Et c'est là le centre de la coordination de la gestion. Lorsque vous présentez une telle idée, les gens commencent à y prêter attention. 2 communautés sérieuses ont déjà adopté l'idée. Si nous nous adressons à d'autres communautés, de courts clips de 5 à 10 minutes seront diffusés. Il arrivera un moment où les entrepreneurs se réuniront autour d'une table ronde pour fusionner et maximiser leurs opportunités.
Je suggère d'avoir des conversations avec les dirigeants de ces communautés en présentant les bonnes idées dans des clips courts. Un homme d'affaires n'aime pas les discours moralisateurs, il a besoin d'éléments concrets, une idéologie et un plan d'action. Denis, avez-vous quelque chose à ajouter? Oui, je reviendrai sur le thème de la gestion. Je me positionne comme une personne qui s'engage sur la voie de la loi COPPA, la loi de l'univers. C'est précisément le thème de la gouvernance. Vous aviez raison, nous parlions du point central en omettant le mot gouvernance. Pour l'instant, cela y ressemble, car nous coordonnons le mouvement et nous le formons. Nous sommes conscients qu'à un moment donné, nous devrons prendre en charge la gestion en créant l'environnement que nous recherchons. La déclaration contient le point 1. 2. 11. L'organe directeur suprême de l'humanité unie de la Terre-Mère est le cercle des dirigeants élus, selon la loi COPPAL, avec le droit de vote sur la prise de décision au Conseil des sages, approuvé par eux, du Conseil des structures professionnelles, avec le droit de vote délibératif. La fonction principale du cercle des dirigeants et du Conseil des sages est d'évaluer l'opportunité de prendre des décisions de gestion à tous les niveaux, de déterminer la tactique et la stratégie de développement de l'humanité, d'identifier les menaces au développement de l'humanité, de former la construction de la vie et de l'approuver pour qu'elle soit mise en œuvre par le cercle des dirigeants. Étant donné qu'il n'existe actuellement aucune structure d'organe directeur selon la loi COPNA, les pouvoirs de l'organe directeur suprême sont exercés par le cercle des fondateurs du mouvement de l'humanité unie de la Terre-Mère jusqu'au moment où ils auront résolu la tâche de créer et d'établir la structure du centre de vie selon les schémas de la loi COPNA et de transférer leur pouvoir à cette structure selon la loi de l'univers. Je veux confirmer avec ceci que nous comprenons que le centre de coordination devra prendre en charge la gestion. Mais notre message est que nous avons maintenant un cercle de 3 personnes qui prennent des décisions. Il était initialement plus large, mais l'emploi des personnes ne permet pas d'y participer. Donc en ce moment, nous avons 3 personnes qui sont constamment en contact, organisent tout, et le reste des hommes qui sont inclus dans le cercle. Ils sont comme dans un cercle consultatif. Nous revenons donc vers eux en termes de compétences, et ils nous éduquent. Nous avons l'intention d'élargir le cercle si des hommes partageant les mêmes idées se présentent. Nous sommes en faveur d'une gouvernance à partir du cercle avec une décision unanime. En d'autres termes, le cercle sera considéré comme une unité de prise de décision. Les représentants du cercle seront compétents dans différents domaines et prendront des décisions ensemble. Nous sommes prêts à adapter la déclaration aux circonstances de la vie. Il existe également une vision stratégique. Je suggère que, dans un premier temps, nous parlions dans un langage que les gens comprennent, afin qu'il n'y ait pas de rejet. Si nous utilisons des mots élevés ou incompréhensibles, les gens risquent de nous considérer comme des sectaires ou des malades qui parlent avec des mots incompréhensibles. Je posais des questions du type « Que pensez-vous de l'organisation ? Que pensez-vous de l'organisation Humanité Unie de la Terre-Mère » Immédiatement, il y a eu des blocages et les gens ont dit « J'aime bien Humanité Unie et j'aime bien aussi le Nouveau Monde Juste, mais Terre-Mère me rappelle quelque chose de religieux. » C'est pourquoi ces 2 mots, au premier stade, inquiètent souvent les gens. Et je suggère dans un premier temps, en gardant à l'esprit que nous sommes tous des fils et des filles de notre Terre-Mère, de parler moins de ce qui peut rebuter une personne et de parler dans le langage habituel. Sinon, des disputes et des accusations de toutes sortes peuvent apparaître, et c'est un phénomène très désagréable. Oui, je me rends compte que le plus souvent ces questions peuvent se poser justement avec les représentants du premier Varna avant tout. Ils constituent la majorité, et leur vision du monde est, en règle générale, assez étroite. Certains ont probablement entendu des chansons telles que Mother Earth. La mer a donné naissance à la terre, et tout le monde se rend compte que nous avons toujours appelé la terre notre mère. Et lorsque l'humanité s'unit sur cette terre-mère, il n'y a pas de contradiction. Le nom lui-même parle de lui-même. Et cette organisation ne se présente pas comme une secte. Une secte, c'est ce qui est coupé. Et nous ne sommes pas du tout une secte. Si une personne n'est pas prête à percevoir ne serait-ce qu'un nom ou de telles déclarations, cela signifie qu'elle n'est pas encore mûre pour cela. Des centres d'organisation seront créés qui permettront de reconsidérer les choses. Quoi qu'il en soit, je suis d'accord avec vous pour dire que de petits clips courts sont nécessaires. La personne qui gère notre chaîne YouTube et qui monte nos vidéos fait des petits clips qui nous permettent de trouver dans l'espace Internet ces petites phrases qui vont nous accrocher, de manière à ce que l'on puisse arriver à l'interview complète si cela nous intéresse.
Toute information qui est parvenue à tout le monde, que ce soit un petit moment qui a accroché une personne, et plus tard elle commence à arroser cette graine avec d'autres pluies d'informations du même genre. C'est très important. Des vidéos courtes qui donnent une explication claire et précise. Nous en tenons donc compte et nous essaierons à l'avenir de lancer sur le même sujet, disons, une interview similaire d'1 heure et plus, de courtes vidéos qui expliquent clairement nos objectifs, les moyens et les étapes pour atteindre ces objectifs. Cela permettra aux gens de l'entendre dans l'espace en ligne. Dans le cas présent, c'est le cas. Nous sommes toujours préparés à ce qu'il y ait des attaques, des malentendus, et c'est un processus tout à fait naturel et normal pour toutes les organisations, qu'elles soient bénignes ou non. Ceux qui ne sont pas prêts à faire quelque chose sont prêts à condamner avec beaucoup de zèle. C'est normal, c'est un processus naturel. Dans nos émissions et en coulisses, j'ai toujours dit ce que je pensais, sans chercher à faire l'éloge de quelque chose, à m'en prendre à quelqu'un ou à critiquer quelqu'un. Je partage mes pensées, que je note chez les gens, qui passent par certains de mes canaux. La pratique montre que si nous rassemblons ces pensées, les choses avancent plus vite. Si nous nous enfermons dans une seule chose, nous ralentissons. Vous avez répété 2 fois le même mot dans votre réponse, s'il n'est pas prêt. C'est exactement ce dont nous parlons. Lorsque nous préparons un projet sérieux pour des personnes modernes, le nom du projet ne doit rien avoir de repoussant. C'est un fait psychologique, n'importe quel psychologue vous le dira. Tout doit être clair, afin que la personne ne soit pas bloquée. Sinon, beaucoup de gens essaient d'expliquer quelque chose et ainsi de suite, alors que notre tâche est d'attirer immédiatement les gens vers quelque chose d'utile. C'est pourquoi je suggère que nous réfléchissions au nom de manière encore plus détaillée, afin qu'il soit plus facile de commencer, qu'il ne soit pas décourageant. J'aime bien cette approche, maternelle, terrestre, mais il y a des gens qui écrivent « Où est le père ?» Oui, ils ont oublié le père. Ils disent à nouveau que la mère a pris beaucoup sur elle, que le début féminin est très fortement manifesté, et qu'ils ont oublié le père. C'est ce que je vois et observe aujourd'hui. Denis, qu'avez-vous à dire à ce sujet ? Oui, je voulais aussi poser une question à Vitali sur l'humanité unie de la Terre-Mère, exactement de la Terre-Mère, puisqu'il est en Amérique. Vitali, partagez. Comment les gens là-bas se sentent généralement à propos de ce titre de Terre-Mère quand vous vous positionnez ? J'ai mené une enquête, et j'ai montré notre clip intitulé The Message à différents représentants de différentes nationalités en langue anglaise ici aux États-Unis. Le clip est traduit en plusieurs langues, arabe, etc. Il y a des représentants de presque toutes les nationalités ici, ce qui m'a permis de mener une telle enquête. J'ai montré le premier message, appelé The Message, à des représentants de différentes nationalités, de différents continents, vivant sur le territoire des États-Unis. Ils n'ont aucune idée préconçue, ils ne me connaissent pas, ce sont parfois des gens au hasard. Ils n'ont aucun intérêt à me flatter et à me dire que je fais quelque chose de bien. Ils regardent et disent ce qui les touche. Les gens sont absolument ravis. Certains m'ont même dit, les larmes aux yeux. Nous allons prier pour que vous réussissiez, le monde a besoin de ce projet en ce moment. C'est ce que disent les citoyens américains, de cultures et d'ethnies différentes, d'origines diverses, de différentes parties du monde. J'ai fait ce sondage, même s'il ne concerne que quelques centaines de personnes, mais c'est un indicateur sérieux. C'est pourquoi je dis tout de suite clairement, le nom n'est pas modifiable, je ne le quitterai pas. Si le centre de coordination décide qu'il est nécessaire de le changer, ou dit que je devrais quitter le cercle du centre de coordination si je ne change pas, je suis prêt à partir. Mais le nom a été testé, comment il résonne dans le cœur des gens. Si, sur le territoire de la Fédération de Russie, il y a des personnes à l'esprit malade ou spirituellement malades, qui ne sont pas prêtes à percevoir des mots élémentaires, dans lesquels il n'y a pas de contradiction, alors elles n'ont tout simplement rien à faire avec nous. Je ne veux pas unir tout le monde, surtout les parasites. À quoi servent-ils ? Si une personne n'est pas capable de comprendre des choses élémentaires, quand on lui dit terre-mère et unification de l'humanité, et qu'elle se pose des questions, elle commence à chercher un père. Cette personne devrait d'abord aller à l'hôpital psychiatrique et y suivre un programme de réhabilitation. Si des choses élémentaires soulèvent des questions, c'est qu'une personne est spirituellement malsaine. De telles personnes ont déjà essayé d'infiltrer notre organisation. Nous avons supprimé le chat sur le canal pour que les gens n'écrivent pas, parce qu'il écrivait des choses telles que je ne veux pas perdre de temps avec des disputes. Nous avons supprimé le salon de discussion à cause de personnes spirituellement malsaines. Nous n'avons pas besoin de les réunir. Nous sommes conçus pour ceux qui sont prêts,
pour qui cela résonne, ou qui en ont l'intention. Ceux qui ne sont pas prêts, pourquoi avons-nous besoin d'eux? Ils ne feront qu'apporter la discorde et la division. Il y a une parabole, que tout le monde connaît sans doute, où un vieil homme et son petit-fils étaient montés sur un âne. Le vieil homme était assis sur l'âne, et son petit-fils marchait à côté de lui. Les gens disaient: « Qu'est-ce qu'il y a? Le vieux grand-père est monté sur l'âne, et le jeune marche, il est trop petit pour les longues marches. » Le vieil homme changea de position, se plaça à côté de l'âne, et fit asseoir son petit-fils sur l'âne. Ils allèrent plus loin, et les gens dirent: « Regardez, le vieil homme peut à peine bouger, il marche à peine, mais le petit jeune semble être en bonne santé, il a assez de force. » Le vieil homme décida de s'asseoir sur un âne avec l'enfant, et ils partirent. Les gens disent: « Qu'est-ce qu'il y a? Ils n'ont pas pitié de l'âne, il peut à peine les porteurs tous les deux. Pauvre âne. » 2 d'entre eux sont montés. Grand-père a perdu la tête. La conclusion, c'est qu'on a beau changer de position, on ne plaira jamais aux gens. 1 million de personnes, 1 million d'opinions, et chacun verra quelque chose de différent, et voudra que vous changiez quelque chose. Si je commence à modifier le titre pour qu'il corresponde à la vision de chacun, si je commence à le modifier, ma tête va tellement tourner que je vais finir par devenir fou moi-même. Il y a un message que j'ai reçu dans lors de certaines méditations. Prenez-le comme vous voulez. Bien que nous ayons des gourous différents, je suis en contact avec Dieu, etc. Je ne dirai pas cela. J'étais dans cet état, j'ai eu l'image d'un drapeau, que j'ai ensuite commencé à chercher sur l'internet pour voir ce que cela signifiait et ce que cette couleur signifiait. Je n'étais même pas au courant. C'est ainsi que tout a commencé. Si j'ai reçu des messages sur le plan subtil de l'interaction avec le monde divin, je ne vais pas les modifier et les adapter à l'esprit de personnes que je ne pourrai jamais satisfaire. Je n'ai pas besoin de gens qui ne sont pas en chemin avec moi. Nous ne rassemblons pas tout le monde, mais ceux qui sont prêts. L'organisation est faite pour ceux qui sont prêts. Entraîner tout le monde, c'est transformer notre société en un ramassis de crétins qui ne feront que se battre entre eux et se disputer. Prenons l'exemple de l'ancien alphabet slave d'aujourd'hui. Il est devenu un sujet de dispute et de discorde dans de nombreuses communautés slaves. Celle-ci le voit de telle manière, celle-là l'explique de telle manière, celle-ci l'explique différemment. Et qu'en est-il? Les gens ne sont pas prêts. Je ne m'adapterai donc pas à ceux qui ne sont pas prêts. J'espère que Denis me soutiendra à cet égard et qu'Anatolie sera du même avis. Car, comme on dit, nous sommes en harmonie sur de nombreux points. Même s'il peut y avoir des désaccords à certains endroits, nous trouvons très rapidement une opinion commune et des solutions. Quoi qu'il en soit, peu importe qui me dit quoi, voyez le premier point. L'histoire du vieil homme et de l'enfant. J'ai terminé. Oui, je tiens à ajouter que je soutiens Vitali à 100%. En fait, lui et moi sommes à 100% presque du même avis. À cet égard, je voudrais ajouter quelque chose à l'idée que le nom contient modeur, oui, le début féminin. Certaines personnes peuvent le voir du point de vue de « Vous êtes à nouveau attiré par les femmes, n'est-ce pas ?» Eh bien, nous allons simplement le positionner différemment. La position était que la terre-mère attend des hommes qui rétabliront l'ordre sur cette terre-mère. Oui, cela signifie que nous appelons les hommes à ramener l'ordre sur notre terre-mère. C'est cela. Et lorsque les hommes deviendront des hommes, cela se produira. Ce message va donc exactement dans ce sens. Par conséquent, dans notre vision du monde, dans notre héritage, oui, la terre a toujours été notre mère. Et le soleil, la lumière pour la réchauffer, pour lui donner de la chaleur, et elle a donné ses fruits. La nature que nous observons, qui n'a pas encore été complètement détruite, et qu'il y a encore une possibilité de faire revivre. Pour cela, nous avons besoin d'hommes, de vrais hommes. Je voulais continuer plus loin. Denis parle souvent directement avec mes pensées et mes mots, ce qui me rapproche beaucoup de lui. Je veux dire quelque chose, il le dit déjà. C'est ce que nous faisons systématiquement, c'est pourquoi nous nous sommes appelés frères spirituels. Oui, vraiment, voici une personne qui a posé une question. Où est le Père? Et toi, qui es-tu? Es-tu un homme? Eh bien, devenez un père de la terre-mère, comme on dit, ou la même chose, respectivement, un homme avec une énergie masculine, qui approuvera tout ce qui doit être fait sur cette terre. Ne tenez-vous pas compte de Dieu? Vous pouvez le percevoir comme une énergie masculine, et la terre-mère est une énergie féminine. Et c'est encore l'homme qui ordonne tout. Tu es né dans ce corps pour apprendre à interagir avec tous les gens et à faire ressortir toutes les meilleures qualités et créer le paradis sur cette terre. C'est ainsi que l'on pourrait présenter les choses.
Alors, qui ne voit pas l'énergie masculine, eh bien regarde-toi, peut-être que tu ne l'as pas. C'est pourquoi cela vous arrive. Où est le père? Où est le père? Avez-vous grandi avec un père? Si ce n'est pas le cas, nous devons revenir au sujet que j'ai abordé. Pourquoi avons-nous des hommes si déséquilibrés qui courent partout à la recherche d'énergie masculine? Oui, parce que vous n'en avez pas assez. C'est la raison pour laquelle vous avez cette question. Mais je ne blâme pas ces personnes. C'est juste la façon dont la situation se présente. Et si vous êtes né dans une famille, vous êtes né avec un manque d'énergie masculine, alors c'est votre tâche principale. Y travailler, devenir un père. Un père non seulement parce que vous avez donné naissance à des enfants et que vous en avez 7 à la maison, mais un père en tant qu'homme, en tant qu'exemple sur la terre-mère. Montrez votre énergie masculine. Denis l'a dit avec justesse, en allant droit au but. Il n'y a pas assez de maris. Le problème sur la planète, sur la terre-mère, aujourd'hui sur la terre-mère, nous avons un problème. Il n'y a pas assez de vrais hommes, avec une majuscule, avec un noyau masculin à l'intérieur. C'est pourquoi nous ne pouvons pas nous mettre d'accord, nous ne pouvons pas trouver un terrain d'entente, nous ne pouvons pas construire un nouveau monde, et c'est la seule raison pour laquelle il y a des guerres. Tout le problème vient des hommes. Et s'ils disent que nos femmes ne sont pas comme je l'ai dit plus tôt, les femmes seront exactement comme les hommes. Un homme ne permettra pas à des femmes aux mœurs légères d'apparaître près de lui ou dans son entourage et de se comporter de manière inappropriée. Et si elles le font, eh bien, c'est fini. Et toute cette promiscuité disparaît. Devenez des hommes, et alors, vous aurez des femmes autour de vous. Elles s'adapteront rapidement à votre nouveau monde, elles n'ont même pas besoin d'être rééduquées, tout est inhérent à leur nature. Devenez des hommes. C'est très bien. Je pense que nous avons un programme assez vaste. Et pour ne pas le prolonger, je propose de le terminer sur une note correcte et solennelle, et que chacun d'entre vous dise une phrase, ou peut-être, un message qui mettra une personne dans l'ambiance de quelque chose de bon, de bien, dans l'amour, la joie et le bonheur. Oui, commençons par Denis. D'accord. Mon message à tous est que chacun devrait réfléchir à la raison pour laquelle il est venu sur cette terre, à ce qui l'a amené ici. Il doit répondre à cette question pour lui-même. Lorsqu'il aura répondu à cette question, je lui suggérerai de poser la prochaine question qu'il se posera, afin qu'il commence à se développer dans cette direction. C'est à peu près tout. C'est peut-être un peu étrange, mais c'est la première chose qui m'est venue à l'esprit. Merci. Bien, très bien. Vitali, un mot pour terminer l'émission sur la positivité, l'amour, la joie et le bonheur. Oui, j'ai parfois l'air un peu émotif, mais en fait c'est juste une habitude professionnelle. J'ai travaillé comme guide touristique pendant 15 ans, donc parler fort et de manière émotionnelle est ma profession. J'ai conduit des groupes à Barcelone, en Espagne et en France pendant 15 ans, c'est donc inhérent à ma personnalité. Je reviendrai donc à ce thème. Je pense que c'est une chose primitive. Hommes, devenez de vrais hommes, forts, décents, justes, vivant selon votre conscience en harmonie avec la nature. C'est ainsi que le monde sera ordonné par vos actes et que nous accomplirons les tâches qui nous ont été confiées. Sans vous, hommes, nous ne ferons rien. Et tous les appels que nous avons lancés aujourd'hui ne serviront à rien. Le navire restera percé et nous sombrerons dans l'eau. Si vous avez entendu notre message, agissez, développez vos qualités masculines, acquérez un noyau masculin et un esprit guerrier, et agissez. Tous mes vœux, bon vent. Merci à tous ceux qui ont participé à l'émission d'aujourd'hui, que ce soit à l'antenne ou en dehors. Je pense que nous allons continuer à discuter de ce sujet très important, à mon avis, et nous allons également l'aborder honnêtement et poser des questions délicates. Je suis heureux de constater que les réponses sont honnêtes, et je propose que nous continuions à aborder le thème de l'économie. Je propose également d'examiner plus en détail les étapes de transition, cette voie de développement, l'objectif même, et peut-être, de donner quelques lignes directrices. Qui peut maintenant venir ou participer à différents niveaux de ses capacités pour faire cause commune. Du fond du cœur, je remercie les participants à l'émission d'aujourd'hui, tous ceux qui nous ont écoutés, ceux qui étaient présents devant la caméra. Je souhaite à tous le meilleur. À bientôt, bon vent. Народне славянське радіо для питливих умов.